tous et bienvenue pour cette nouvelle interview sur une nouvelle thématique, retour à la santé. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Nadège qui va nous parler de la problématique de l'endométriose. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Quentin, que vous connaissez déjà, puisque je l'ai interviewé à 2 reprises sur la chaîne sur les repas carnivores ainsi que sur le thème du mouvement. Nous avons l'occasion de partager régulièrement en message privé parce que Quentin, comme moi-même, fait partie du groupe Carnivore France. Donc, je vous invite à chaque fois à nous rejoindre si vous n'êtes pas encore membre de ce groupe Facebook. Je sais qu'il y a quelqu'un en commentaire qui regrette de ne pas avoir ce réseau social et qui souhaiterait que nous migrions vers une autre plateforme. Donc, Jean-Christophe, si tu passes par là, pourquoi pas. Et donc, pour vous recontextualiser donc le contexte de cette vidéo, au cours de nos échanges avec Quentin, qui est comme moi passionné par l'alimentation et le mode de vie carnivore, il m'a fait part d'un témoignage qu'il aimerait partager sur ma chaîne. Alors, encore une petite digression. Vraiment, j'invite Quentin à créer son contenu, pourquoi pas une chaîne YouTube, parce que j'estime qu'il a vraiment beaucoup de choses à partager, vraiment une grande passion pour ce mode de vie, et ce serait dommage de ne pas en faire de ne pas le faire partager au plus grand nombre. Donc, au cours de nos échanges, Quentin m'a parlé de Nadège qui avait une problématique d'endométriose et de pourquoi pas l'inviter sur ma chaîne pour partager son vécu. Donc, comme moi, Nadège, je viens juste de la découvrir en off avant de lancer l'enregistrement, j'ai proposé à Quentin de mener l'interview. Donc, bonjour Quentin, bonjour Nadège, et bienvenue à tous les deux pour cette interview. Et donc, je vous laisse la parole. Bonjour Loïse, merci de ton accueil. Bonjour Nadège. Eh bien, bonjour à tous les deux et merci de me recevoir. Bonjour Nadège. Merci à toi. Merci à toi. Avant de débuter, je souhaitais d'ailleurs te remercier chaleureusement Nadège d'avoir accepté de témoigner de ton parcours parce que en France, il y a très peu, enfin en tout cas en francophonie, il y a peu ou en tout cas pas de témoignages sur cette problématique-là. J'ai beaucoup assisté auprès de toi pour que tu témoignes, ouais, et puis tu as pas longtemps hésité, donc je te remercie sincèrement parce que c'est très très important pour moi que tu témoignes de ton parcours qui est, on va le voir par la suite, qui est très positif. Et, euh, et c'est tellement une problématique, donc l'endométriose globalement, qui touche énormément de femmes aujourd'hui, que voilà, ton témoignage me semble essentiel, donc merci infiniment. Et merci également Loïse d'avoir accepté sans hésitation également de me faire confiance et de recevoir Nadège, alors que comme tu l'as bien expliqué, tu ne la connais pas, tu ne la connaissais pas jusqu'à il y a quelques minutes. Donc voilà, merci à vous deux et merci d'accepter ma présence aujourd'hui. Eh bien, Donc du moi, coup, pardon, excuse-moi Nadège. Non, Vas-y, pardon, Quentin, je t'ai interrompu, je croyais que tu avais fini. je vais terminer. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, à mon tour, je voulais te remercier aussi, Quentin, très sincèrement, parce que depuis le premier jour, en fait, tu m'accompagnes et tu as fait preuve d'énormément de gentillesse, de bienveillance, de sollicitude, de patience avec moi. Et clairement, je pense que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. J'aurais pas aussi bien avancé et aussi vite si j'avais pas eu ton accompagnement. Donc, un grand, grand merci. Je t'en prie. Merci à toi et tes résultats, c'est ma récompense, donc merci beaucoup. Donc du coup, on va faire en sorte que les auditeurs de Loïse te découvrent un maximum et découvrent ton parcours incroyable un maximum. Donc, est-ce que tu peux juste déjà, dans un premier temps, te présenter, juste nous dire ton âge, ce que tu as envie de nous dire sur toi, voilà,
avant de rentrer dans le vif du sujet, s'il te plaît. D'accord. Simplement, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants et moi, ma particularité, en fait, c'est que mon endométriose, en fait, c'est une forme d'endométriose que j'ai, moi, c'est l'adénomyose et ça s'est déclaré relativement tardivement pour moi, donc à 40 ans et bien après que j'ai eu mes 2 enfants. D'accord. On va revenir sur ton endométriose, dans quelques minutes, mais dans un premier temps, c'est intéressant que tu développes sur ton passif, du moment où tu es venu au monde jusqu'à aujourd'hui, sur ton passif d'un point de vue santé, dans un premier temps, et ensuite hygiène de vie. Donc, est-ce que tu as eu régulièrement des problématiques de santé ou jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à l'endométriose, tu étais épargné? Alors dans Et l'ensemble, vas-y, je te laisse répondre, je te poserai la question suivante après. pardon, Vas-y. je suis désolée, je suis trop rapide Non, non, peut-être. non, non, mais c'est moi aussi, il y a pas de souci. Dans l'ensemble, j'ai jamais eu de problème de santé majeur. Les petits soucis, les petits tracas, on va dire, normaux, entre guillemets, avec tout ce qui est sinusite, bronchite assez fréquente depuis que je suis adolescente. Bon, probablement en lien aussi avec le fait que je suis fumeuse. À part ça, j'ai eu une période entre à peu près 18 et 20 ans où j'avais des maux de ventre très, très, très intenses, mais sans savoir en fait ce qu'il en était. Les médecins que j'ai vus à l'époque n'en savaient rien non plus. Ça a fini par passer. Comme je suis pas d'une nature à trop m'inquiéter, on va dire, sur ma santé, c'est vrai que j'ai pas creusé davantage à l'époque. Sinon, tension toujours un petit peu basse. Voilà, je suis comme ça. Un trauma assez important au bassin suite à un accident quand j'avais dans la petite vingtaine, qui avait résulté en un D'accord. coccyx pardon, fêlé. Ouais, Et sinon, mes accouchements, je précise juste que voilà, c'était des accouchements par voie basse et sans péridurale. très bien, parfait. Et tu peux nous en dire plus sur ton mode de vie, ton hygiène de vie, comment elle a évolué, comment t'ont élevé tes parents? Est-ce que tu étais sur plutôt du naturel? Quel type d'alimentation? Plutôt végétal, plutôt déjà carné? Euh, à quel moment de ta vie tu as commencé à t'intéresser à la santé? Parce que je sais que, te connaissant un petit peu, tu as un intérêt pour, euh, pour comment faire pour être en santé le plus naturellement possible. Est-ce que tu peux développer un peu ce point-là? Ouais. Alors au départ, donc c'est ma maman qui nous a élevés, donc on avait une alimentation, on va dire standard européenne, ce qu'on peut trouver en France habituellement, avec de la viande, du poisson, des féculents, enfin une assiette entre guillemets ordinaire. Sauf que vers les 16 ans, à l'époque, il y a eu un gros tapage médiatique en fait sur le mode d'élevage, de transport et d'abattage des animaux et ça m'a profondément touchée et à partir de là, j'ai décidé en fait d'arrêter de consommer de la viande animale. Au début, j'ai continué quand même, j'avais toujours les œufs comme base, j'ai continué un peu le poisson et le poulet de temps en temps, donc pas tout D'accord. à fait végétarienne encore. À 20 ans, par contre, là, j'ai éliminé le poulet suite à une mauvaise expérience, mais tout ce qui était œufs et poissons, finalement, j'en consommais relativement peu. À la maison, on n'était pas trop au fait de comment se nourrir de façon équilibrée quand on est en mode végétarien. Donc voilà, c'était clairement pas un végétarisme bien formulé. Est-ce qu'un végétarisme peut être bien formulé? J'en suis plus sûre de nos jours, mais en tous les cas, clairement, je manquais de protéines, je manquais de bons gras aussi. Et c'est En plus de ça, moi j'ai fait des études de restauration à la base. Et dans la d'accord. restauration, on aime bien sortir, on aime bien faire la fête. Et donc, clairement, j'ai commencé à consommer de l'alcool assez tôt et Mhm. régulièrement. Ça s'est poursuivi par la suite dans ma profession, toujours pareil, dans l'hôtellerie-restauration. Ça s'est un petit peu calmé quand j'ai changé de métier. Mais voilà, je consommais toujours régulièrement, on va dire, de l'alcool quand on voyait des amis ou autres. Je suis toujours fumeuse aujourd'hui. D'accord. Et quoi dire de plus? Voilà, presque 30 ans de végétarisme derrière moi. Est-ce que tu as eu des périodes de végétalisme? Non. Non. Et, et au niveau de ta base, du coup, de ton alimentation végétarienne, c'était quoi vraiment ta base, tes aliments phares? Est-ce que tu avais
préférence, des choses sur lesquelles tu as insisté? Hem, Des oléagineux, plutôt des fruits, plutôt, Beaucoup de légumes, hein. Beaucoup de légumes parce que j'aimais ça, que ça semblait me convenir. En termes de protéines, non, j'étais toujours clairement enfin, je consommais pas suffisamment. Ça devait être un petit peu de lentilles, un peu de pois chiches de temps en temps, des œufs de temps en temps, du tofu aussi pas mal. Ouais, c'était principalement ça. d'accord, OK. Très intéressant. Très intéressant de voir ton passif, ça peut permettre de comprendre certaines choses, par la suite. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet de ce qui te posait problème, qui vraiment te gâchait ta vie, depuis quelques années, ton endométriose, c'est en quelle année tu ressens les prémices, les premiers symptômes et quel âge as-tu d'ailleurs à ce moment-là? Alors ouais, les premiers symptômes, c'est arrivé à l'été 2019, hein, et j'avais 40 ans. Donc ça a D'accord, commencé par, toujours au moment de mes règles en fait, les premiers jours, des douleurs au niveau de l'aine, ce qui était plutôt surprenant. Au début, ça m'a pas inquiétée, pas affolée plus que ça. Comme je disais tout à l'heure, je suis pas du genre à trop m'inquiéter, pour ma santé et j'aime bien attendre de voir comment les choses, évoluent avant de trop m'inquiéter. Donc voilà, été 2019 pour le tout début et sauf qu'au fur et à mesure, j'ai vu quand même une évolution au niveau de mes cycles avec des douleurs qui commençaient à s'accentuer, gentiment mais sûrement, des cycles qui commençaient à se raccourcir et des flux qui devenaient de plus en plus importants aussi. d'accord et au niveau du combien de temps tu décides de consulter pour, essayer de poser un diagnostic? Alors c'est arrivé en fin 2022, donc voilà, ça a quand même pris 2 ans avant que Ouais, vraiment je commence à me questionner et c'est la d'accord. rencontre avec un ostéopathe, hein, avec qui, j'expliquais un petit peu mes problématiques et c'est lui qui m'a parlé, en fait, de l'endométriose. Donc j'y connaissais pas grand-chose, j'ai commencé à me renseigner et c'est là que je me suis dit qu'on était peut-être en effet sur une piste, sérieuse qui pourrait expliquer, mes douleurs notamment. Et donc s'en est suivi en juin 2023, donc après avoir d'abord fait une échographie endopelvienne qui n'a rien démontré, j'ai fait Mmh. donc une IRM en juin 23 et là le diagnostic est tombé. D'accord, donc tu as été officiellement diagnostiqué, c'est pas des il y a pas eu de doute? Voilà. D'accord, très bien et du coup, au niveau du protocole d'accompagnement de la médecine, dite classique, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été, est-ce qu'on t'a qu'est-ce qu'on t'a dit sur cette maladie? Est-ce qu'on t'a dit que c'était, curable, incurable? Est-ce qu'on t'a proposé des protocoles? Est-ce qu'il y a eu une vision holistique aussi? Est-ce qu'on t'a accompagné sur, plusieurs plans, que ça soit alimentaire, sur ton hygiène de vie globale? Comment ça s'est déroulé avec du coup la vraiment la médecine, allopathique? En fait, il s'est pas passé grand-chose, mais c'est de mon fait à moi. C'est parce que voilà, j'ai l'habitude, d'être assez autonome et de me prendre, par la main par moi-même et essayer de Mmh. trouver, mes solutions. Aussi parce que, je suis voilà, j'ai davantage un penchant pour les thérapies naturelles que pour l'allopathie et en me tournant vers des médecins ou des gynécos, je me doutais bien qu'on allait me proposer, des médicaments chimiques, voire des opérations et c'est pas du tout le genre de choses, que je souhaitais pour moi-même. Donc je me suis lancée dans des recherches, hein, au niveau de la naturopathie pour essayer de trouver des plantes à la base, pour m'aider. D'accord et tu avais mis quoi en place du coup? Plus concrètement dans, si tu veux détailler? Ouais, oh, j'ai essayé pas mal de choses, hein. Au niveau des plantes, j'ai essayé le cassis, le gâtillier, l'achillée millefeuille, le framboisier, l'alchimie aussi et il y a des plantes qui clairement m'ont beaucoup aidée, qui m'ont fait beaucoup de bien, qui m'ont soulagée, qui ont atténué les symptômes, mais pas enfin voilà, c'était une atténuation. Ça ne guérissait pas clairement, ça améliorait juste un petit peu, mais surtout ça n'a pas duré dans le temps. J'ai eu une belle amélioration qui a duré 6 mois et après, voilà, c'est reparti un petit peu en cacahuète. En parallèle et avec ça, j'ai essayé des choses pas forcément très connues pour l'instant. On a le CDS, de l'eau de Mmh. mer, j'ai essayé le déparasitage avec de la térébenthine. Pareil, pas de résultat vraiment convaincant. Et c'était ouais, c'était surtout
au fait de la symptomatologie, quoi. Ça te soulageait, mais ça traitait pas le a priori, ça traitait pas la cause du problème. Voilà. Je te précise OK. juste, Quentin, en fait, quand tu parles, on n'entend pas super bien. Parfois, Ah! c'est clair et parfois, en fait, ta voix semble s'évaporer. Ah, je Oui, vais parler un peu plus fort bon. alors. C'est bon comme ça? Oui, c'est beaucoup mieux. OK, Voilà. bah, c'est que je parlais peut-être pas assez fort. Donc OK, du coup, donc tu as mis des choses en place de ton côté. Heu, Est-ce que tu peux décrire, tes symptômes? Les symptômes que tu avais, voilà, c'est venu petit à petit, j'imagine. Que Quels étaient ces symptômes-là? Quels étaient les symptômes les plus parce que, bah, moi, par exemple, je suis un homme, je sais pas ce que vous ressentez, vous les femmes, quand vous avez ces problématiques-là. Qu'est-ce qui est le plus dur à supporter? Qu'est-ce qui est le plus insoutenable ou ouais, le plus insupportable au quotidien? Ce qui C'est vous prend le plus d'énergie? Voilà, qu'est-ce qui est le plus épuisant? bah, c'est la douleur, clairement. Comme j'ai dit, j'ai accouché donc 2 fois sans péridurale. 1er accouchement a duré 12 heures, le deuxième 4 ou 5 heures, je sais plus trop. D'accord. On dit souvent que les douleurs de l'accouchement sont une des pires douleurs qu'une femme, pour le coup, puisse connaître. Avec l'endométriose, j'étais au-delà de cette douleur. Pas les premiers temps, c'est vraiment ça a augmenté graduellement, mais voilà, j'ai commencé à avoir des crises qui pouvaient durer 6 à 8 heures, 1, 2, 3 fois par cycle. C'était généralement pour moi tout le temps au moment de mes règles et c'est des douleurs qui font que tu étais incapable de rien faire, en fait, à part rester au fond de ton lit et attendre que ça passe, hein, trouver des petites choses qui peuvent aider un minimum. Donc, bah, généralement, on connaît bien la bouillotte, hein, qui est un petit plus, non négligeable pour diminuer la douleur. Et mais aussi, voilà, parce que moi, j'essaye toujours d'utiliser le moins de médicaments possible, hein. Donc certains pourraient dire que j'ai souffert un petit peu, pour rien, en fait, de façon gratuite, alors que j'aurais pu, prendre des antalgiques ou des anti-inflammatoires. Mais j'étais tellement persuadée que j'allais trouver une solution par moi-même au départ que non, je voulais pas en arriver là. Bon, Mmh. ça a changé un petit peu par la suite quand je voyais que les douleurs étaient vraiment trop fortes. Donc, au départ, j'ai commencé par prendre du Doliprane. Ça sert à rien. On m'a conseillé l'Antadis, qui est un médicament un petit peu spécifique, voilà, pour les douleurs de règles. Pareil, ça me faisait rien. Je suis montée jusqu'à du Dafalgan codéiné. Là, un petit soulagement, des fois, mais pas toujours. Et par la suite, mais enfin, on y reviendra peut-être sûrement tout à l'heure, c'est par rapport à ce qui m'est arrivé cet été, où là, c'était vraiment le summum de l'horreur, j'ai envie de dire. Un mois entier à souffrir tous les jours, pendant 6 à 8 heures, parfois 1 à 2 périodes par jour. C'était juste ignoble. Donc oui, pour revenir à ta question initiale, le plus difficile pour moi, en tous les cas, ça a été cette douleur et comment la gérer au mieux. Et j'imagine que c'était plus intense lors des menstruations? Pour mon cas, oui, parce que pour en avoir discuté avec d'autres personnes, enfin d'autres femmes, hein, qui sont atteintes d'endométriose, je me suis rendu compte que l'endométriose, c'est vraiment quelque chose d'unique et ça dépend vraiment des femmes. Il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes. On le vit Mmh. toutes de façon très différente. On a des symptômes qui peuvent être assez différents. Et donc, en l'occurrence, pour ta question, moi, c'était vraiment au moment des règles, les premiers jours. D'accord, OK. Et tu disais que quand tu avais, des symptômes, intenses, tu n'avais la seule solution, c'était de te coucher, d'attendre que ça passe, enfin de te reposer. Mais est-ce que tu te reposais vraiment? Enfin, est-ce que tu arrivais à dormir, enfin, j'ai Ah non. souvenir qu'au début, tu m'expliquais que ça te pompait ton énergie parce que tu dormais pas. Hein. Donc au fait, c'est un des effets, comment dire? Parfois quand on est malade, tout autre des autres, maladies, qui ont rien à voir avec ça, mais on arrive à trouver le sommeil et à se régénérer, on va dire. Toi, ce n'était plus le cas? Non, 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 clairement, la douleur, soit m'empêchait de dormir, soit me réveillait. OK. Donc tu tombais dans un épuisement chronique finalement, en fait. Oui. OK, d'accord. Du coup, bah, tu m'as un peu devancé en parlant de cet été 2024 où c'était arrivé, au pic enfin, tu as dépassé tes limites finalement du supportable et nous on s'est rencontrés
à un moment où tu jetais un peu une bouteille à la mer, tu t'étais à 2 doigts de tomber, voilà, de céder à la chimie ou à l'opération. C'est ce que tu nous expliquais. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé cet été, au fait? Avant de trouver une solution, enfin quelque chose qui t'a apporté beaucoup de bien-être, tu étais dans quel état? Je me souviens que tu m'avais dit que tu étais en arrêt de travail, donc tu étais même plus en capacité de travailler. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, ce pic le pic de cette maladie, comment ça au quotidien, comment tu le vivais, en gros, qu'on imagine un peu ton quotidien à cette période-là. Eh bien, avant le mois d'août, ça allait à peu près. C'est-à-dire que je pouvais quand même, les 3/4 du temps, fonctionner normalement, vivre ma vie, mon quotidien, aller travailler et cetera, et donc il y avait 1 à 3 journées, dans mon cycle où c'était un petit peu compliqué, et peut-être, 1 ou à 2 journées où, une bonne partie de la journée, il fallait que je reste, allongée juste à attendre que ça passe. Et puis est arrivé le mois d'août, début d'un cycle, quasiment le 1er ou le 2 août, et là vraiment ça a été l'horreur, avec des douleurs, pires que tout ce que j'avais pu connaître jusqu'à présent. Mais surtout, ça ne cessait pas en fait. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça revenait. Voilà, avec soit 1 épisode par jour, enfin par 24 heures, j'ai envie de dire, voire 2 épisodes par 24 heures, et chaque épisode durait entre 6 et 8 heures. C'était juste infernal. Donc au début, je me disais: «Bon, bah, ça va être comme d'habitude, ça va durer 2-3 jours et puis ça va se réguler». Sauf que non, pas du tout. Ça a continué, ça a continué. Donc je suis allée voir, mon médecin traitant pour trouver des solutions avec elle pour pallier à cette douleur, parce que tout ce que j'avais pu mettre en place, rien ne fonctionnait, ou en tous les cas, rien n'était assez fort pour me donner un soulagement. Et donc, on a commencé, tout ce qui était antalgique, puis anti-inflammatoire. Donc comme je disais tout à l'heure, Doliprane, ça servait à rien, Lantalis non plus, Dafalgan-codéiné, ça marchait de temps en temps, mais pas à chaque fois. Donc je suis allée la voir, je sais pas, 3, 4, peut-être 5 fois pendant cette période, quoi, histoire de trouver, quelque chose qui allait fonctionner. Les anti-inflammatoires ont donné des résultats satisfaisants. Ça coupait pas toujours complètement la douleur, mais ça l'atténuait quand même largement. Sauf que j'ai mis quasiment 3 semaines à comprendre comment un anti-inflammatoire fonctionne. C'est-à-dire que c'est pas une fois que tu as mal qu'il faut le prendre, il faut le prendre avant d'avoir mal. Sauf que comme j'étais toujours dans ma volonté de limiter au maximum les médicaments allopathiques, moi je voulais attendre d'avoir mal pour prendre quelque chose pour me soulager, et surtout voir par moi-même comment évoluer la douleur. Est-ce que ça allait être toujours des douleurs hyper intenses, ou est-ce qu'au fur et à mesure la douleur allait diminuer? Donc voilà, ça a continué à être très compliqué comme ça, et donc pendant un mois, oui, en effet, j'étais toujours en arrêt de travail, j'étais incapable de rien faire de mes journées. C'était terrible parce que j'avais mes filles, c'était les vacances. J'avais mes filles à la maison. On n'a pas pu partir en vacances parce que je ne savais jamais du jour au lendemain dans quel état j'allais être. On a été bloqués à la maison pendant un mois, et les filles, qui sont encore jeunes pourtant, ont dû se débrouiller toutes seules, se faire à manger. Et Elles c'était étaient, elles étaient inquiètes pour toi, j'imagine, également. Ouais. Généralement, j'essaie de me planquer, dans ma chambre, au fond de mon lit, pleurer en silence pour essayer de pas trop les inquiéter, justement, mais forcément, elles se voyaient bien qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. D'accord. Et juste par rapport, là, c'est une période, du coup, tu as utilisé beaucoup de médicaments, d'anti-inflammatoires pour essayer de te soulager un maximum. Est-ce que tu as eu des effets indésirables, des effets non souhaités dû à ces prises de médicaments, ou non, pour le coup, ça a été plutôt positif? Il n'y a pas eu d'autres effets provoqués par ces médicaments-là? Non, j'ai rien remarqué de particulier. Non, j'ai rien remarqué de particulier. Ok, très bien. Donc du coup, lors de ce mois d'août-là, tu as connu le pire, mais tu as aussi découvert le meilleur. C'est ça. Et donc, est-ce que tu En peux... fait, ce qui s'est passé, c'est Ouais, vas-y, dis-nous, détaille-nous, détaille-nous vraiment bien comment tu as découvert cette solution. Quelle est cette solution? Vas-y,
Je te laisse, je te D'accord. relancerai si j'ai pas toutes les réponses que je souhaite. Ok, ça marche. Et bien donc au cœur de ce mois d'août, à gober des médicaments tous les jours et à me voir proposer par mon médecin des choses qui clairement me font peur, hein. Quand on est atteint d'endométriose, donc voilà, on te propose des antalgiques, des anti-inflammatoires. On te propose aussi de prendre la pilule, sauf que moi, ça fait des années et des années que je prends pas la pilule et j'avais une raison pour cela. Et donc, on m'a quand même proposé la pilule. Et j'avoue qu'à un moment donné, j'ai considéré la question parce que j'étais tellement mal. Je me dis, ça va peut-être m'aider à peut-être pas résoudre le problème, mais en tous les cas l'atténuer. Sauf que la pilule que l'on propose à l'heure actuelle pour l'endométriose, elle s'appelle Dienogest. Et quand on cherche un petit peu des contre-indications sur cette pilule, on voit un gros warning sur le développement possible d'un méningiome avec cette pilule. Et là, je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Je vais pas prendre un médicament pour me soigner, mais qui va possiblement détériorer encore plus ma santé et m'apporter un cancer. Je veux dire, non, quoi, c'est pas possible. Donc ça, j'ai voulu le retarder au maximum. Après, qu'est-ce qu'on me proposait? Ce serait éventuellement une opération. Et là, pour le coup, ce serait l'ablation de l'utérus. J'ai pas non plus envie d'en arriver là. Mais quand je réalise que si je ne prends aucune de ces options, je vais me retrouver à prendre des médicaments en fait tous les jours pour soit lutter contre la douleur, soit pour éviter qu'elle arrive. Et là, c'est juste un gros non à l'intérieur de moi. C'est pas possible. Je ne peux pas, je ne veux pas en arriver là. Et donc, un petit moment de clarté mentale à ce moment-là où je réalise qu'il me reste un dernier levier que je n'ai pas encore activé, c'est celui de l'alimentation. Et donc, C'est déjà bien que tu en prennes conscience. ouais. Les gens ne prennent pas conscience que l'alimentation peut être un levier. Si j'en ai discuté justement avec une de mes collègues qui a une endométriose aussi assez forte, et elle m'avait raconté que depuis qu'elle avait arrêté le gluten notamment, il y avait une belle amélioration. Ça n'avait pas enlevé vraiment tous ces symptômes, mais il y avait quand même une amélioration. Donc j'ai repensé à ça, à ce qu'elle m'avait dit. Je me suis vaguement rappelé qu'il existait le régime cétogène. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu. Et juste au début où je commençais à regarder, je tombe sur donc une dame qui s'appelle Valérie, qui est sur Telegram et qui vient tout juste d'ouvrir un nouveau canal, Meet Meet, Rencontrons la viande. Et donc, je regarde un petit peu, je me rends compte que donc c'est du cétogène, mais enfin c'est peut-être une autre branche du cétogène. Et je commence à dévorer juste tout ce que je peux trouver sur le cétogène carnivore, notamment sur YouTube. Et je suis bluffée, en fait, de voir autant de témoignages de santé retrouvés par les gens. Et je me dis, écoute, ma belle, t'as vraiment quelque chose à jouer là-dessus, quoi. Si je peux juste te couper sur YouTube, c'était quoi vraiment tes sources de témoignages, tes sources Ouais, donc, d'informations? il y avait par exemple le docteur Anthony Cheffi, le docteur Ken Berry. Il y a une femme qui est surnommée The Steak and Butter Girl. Il y a aussi, comment il s'appelle, pardon, Ulrich Génisson avec Fat to be Fit. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le Sequoia Santé avec le docteur Boris Dufournet. Donc, ouais, comme j'étais au lit, de toute façon, que j'avais rien à faire et que je ne pouvais rien faire de mes journées, j'ai juste passé mon temps à regarder, écouter et lire surtout tous les témoignages que j'ai pu trouver sous chaque vidéo. Très bien. Et est-ce qu'il y avait, justement, dans la sphère anglophone, est-ce que tu as pu retrouver des sources sur ta problématique de l'endométriose ou pas du tout? Il n'y a pas grand-chose, en fait. Vraiment, il n'y a pas grand-chose. J'ai peut-être trouvé 2 ou 3 vidéos seulement sur les je sais pas, la presque centaine que j'ai pu regarder. Et non, il n'y a vraiment pas grand-chose sur l'endométriose. Donc, mais il y en avait quand même une ou deux. Et c'est quand je les ai vus, les deux là, je me suis dit, faut que j'essaye, quoi. De toute façon, j'avais rien à perdre. Clairement, j'étais dans un tel état, je n'avais rien à perdre. Rompre mon régime végétarien depuis près de 30 ans pour repasser à la viande, fallait que je le fasse. Donc, du coup, tu t'es beaucoup informé dans la sphère anglophone, sur YouTube, mais le déclic, disons, les rapports humains qui t'ont
qui t'ont vraiment incité, qui t'ont rassuré, qui t'ont motivé à essayer, c'est sur Telegram, Ouais, principalement. ouais, parce que c'est plus proche en fait, c'était plus proche de moi que les Américains, que les Australiens ou les choses comme ça. Là, ça se passait en France avec donc une personne que j'avais déjà un petit peu suivie sur d'autres, enfin, c'est différents canaux. Et, euh, et voilà. Et très rapidement, en fait, je suis tombée sur toi, Quentin, surtout. Quelqu'un qui semblait avoir une bonne expérience, une bonne connaissance, qui avait réponse à mes questions, et pas des réponses sorties de ton chapeau. Non, des réponses parce que tu avais fait tes propres recherches et que tu savais me donner les bons arguments aussi. Et d'ailleurs aussi quelque chose, enfin, c'est très gentil de me donner une aussi grande place dans ton cheminement, mais tu as aussi Amélie, avec qui je Oui, t'avais mis en lien, qui, je crois, t'a quand même beaucoup t'a inspiré, disons. oui, Disons que c'était peut-être probablement le premier témoignage français que tu avais de quelqu'un qui avait, avait une rémission de son endométriose. c'est ça, c'est ça. Ça m'a beaucoup rassurée en fait d'avoir son témoignage. Et ça m'a dit que c'était possible en fait. Et donc vraiment, voilà, on y va quoi. Super. Donc, bah, si Amélie, je pense qu'elle écoutera, sans lui enverrai la vidéo, je pense qu'elle sera très heureuse Ouais, un gros d'écouter bisou ton à témoignage. Amélie, ouais. Puis j'espère qu'Amélie un jour pourra témoigner. J'avais insisté aussi auprès d'elle, mais elle avait pas trop, elle se sentait pas trop le courage de le faire. Ça viendra peut-être. Oui, ouais, ouais. Donc du coup, tu découvres l'alimentation céto-carnivore. Est-ce que tu te rappelles de la date précise où tu te lances? Comment tu te lances? Parce que du coup, tu vrilles complètement. Je veux dire, tu passes de végétarienne à carnivore du jour au lendemain, pardon. Tu es vraiment sur un carnivore strict d'entrée ou tu as une petite période de transition? Comment ça se passe vraiment le tout début? J'ai une mini période de transition. En fait, très, très honnêtement, ça faisait peut-être. Alors, j'ai commencé, voilà, le carnivore mi-août. Pour la date précise, je ne sais plus exactement, mais voilà, je me suis noté le 12 août pour un début de transition et déjà à partir du 15-16, j'étais full carnivore, quoi. Quelques semaines à 2 mois auparavant, j'avais quand même cru sentir un appel de mon corps pour un retour à la viande. Voilà, comme si mon corps me disait: il y a on a besoin d'autre chose là, on a besoin d'autre chose». Et donc très doucement, j'avais commencé à remanger un petit peu de viande. Et alors quand je dis doucement, c'était genre, je sais pas, 5 grammes de steak haché ultra cuit, 10 grammes de poulet, et ça, c'était 1-2 fois maximum par semaine, donc c'était vraiment 3 fois rien. Oui. Mais donc voilà, à partir de mi-août, je me suis dit qu'il fallait y aller et plus faire semblant. Donc aux environs du 12 août, voilà, je débute une sorte de transition parce que j'avais bien compris sur les différents témoignages en fait que bah, fallait faire une transition pour éviter ce qu'on appelle la keto floue. Mm. Sauf que, sauf que non, je suis assez entière en fait. Je fais un truc, si je le fais, c'est à fond, sinon ça sert à rien. Donc en 3 jours, voilà, tout ce qui était glucides, légumes, fruits, alcool, café, j'ai tout stoppé. Il n'y avait plus que donc les protéines animales et les lipides animaux. D'accord. Et Et juste une ouais, petite question par rapport, j'imagine que tu avais quand même une aversion pour les produits animaux, globalement. Peut-être encore aussi des petites idées reçues sur les graisses saturées, le cholestérol, tout ça. Les premiers jours, du coup, c'est quoi en gros ta base carnivore? ma base carnivore, alors les premiers jours, voire même les toutes premières semaines, je me suis un peu éclatée. C'est-à-dire que c'est comme si mon corps se disait: «OK, tu te remets dans la viande, et bah vas-y, prends tout ce que tu vas trouver devant toi. On va goûter, on va y aller». Et donc il y avait de tout. Il y avait du bœuf sous forme de steak haché, il y avait du porc sous forme de bah, c'était l'été encore, donc j'ai réussi à faire un barbecue. Premier barbecue depuis des années à manger de la viande. Donc il y avait des saucisses, des brochettes, donc poulet, je mangeais. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Un petit peu de poisson, du saumon, soit frais, soit du saumon fumé. J'essayais un petit peu tout ce qui était sardines et maquereaux, du beurre, de la crème fraîche. Pour le gras, les lipides, c'était principalement ça, ouais. Oui, donc
t'as quand même eu un début de carnivore assez diversifié, quoi. T'as pas eu de mal à remettre, comme tu dis, oui, t'as eu le déclic, et ça y est, là, t'as- tu t'es lâché, quoi. Donc Mm. Et Et est-ce est-ce qu'au que tu début... trouves, Oui, ah pardon, pardon. est-ce que Excuse-moi, tu Louise, vas-y. vendais des produits laitiers aussi ou plutôt tu étais de la catégorie de ceux qui les évitent? Non, non, en effet, je prenais des produits laitiers, donc le beurre, beaucoup, beaucoup de beurre, j'adore ça. Bah, je suis bretonne en même temps, hein. Et la crème fraîche, je disais, du fromage aussi, parce que très rapidement, en fait, j'ai perdu du poids. Sauf que je suis déjà un petit gabarit, je pèse pas grand-chose, donc pour moi, perdre du poids, bah, c'est tout de suite, ça me fait peur parce que après, je perds en énergie, ma tension elle diminue, enfin, c'est vraiment pas top. Donc, je suis de base, mon poids moyen, c'est 50-51 kilos. Et là, je suis tombée jusqu'à 46. Donc un petit peu affolée. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai continué à manger du fromage, de la crème fraîche, du beurre en bonne quantité pour ne pas trop perdre de poids et voire même réaugmenter en fait mon poids. Et excuse-moi, Quentin, j'ai oublié de répondre à ta question tout à l'heure. C'était sur le fait, après avoir été végétarienne, ça n'a pas été difficile de reprendre la viande. Ça n'a pas été forcément évident, clairement. Il y a des choses que je n'étais pas capable de manger il y a 3 mois et que j'ai toujours pas envie de manger maintenant, donc notamment tout ce qui est abat et compagnie. Mm. Mais ce qui était très troublant et très chouette en même temps, c'est que très rapidement, à partir du moment où voilà, il y a eu le déclic dans ma tête, et je parle bien de ma tête, de me remettre à manger de la viande, et ben, j'ai apprécié ce que je goûtais. Il y avait des goûts que je ne connaissais pas, des goûts que j'ai redécouverts. Et en fait, j'avais du plaisir à manger. Et je crois que c'était peut-être bien une des premières fois que ça m'arrivait. Est-ce qu'au niveau digestif, t'as pas eu de difficulté? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on constate régulièrement dans les témoignages de gens qui passent en carnivore, c'est d'avoir souvent un système digestif le plus adapté pour digérer les protéines ou digérer les lipides en masse. Est-ce que toi, tu as eu ce souci, sachant que tu étais plutôt végétarienne? Oh oui, bah, comme beaucoup, hein. C'est vrai qu'au début, les diarrhées étaient présentes Ok. et voilà, je sentais bien que mon foie, enfin, il peinait, quoi. Tout ce Hmm. gras, c'était compliqué. Donc au tout début, j'ai pris une supplémentation dont j'avais entendu parler, donc sur le canal de Valérie. Ça m'a aidé un petit peu à passer un cap et puis relativement rapidement quand même, je pense en à peine un mois, c'est ça, en à peine un mois, l'assimilation du gras se passait très bien et alors là, j'ai monté encore plus ma consommation de lipides, hein. D'accord, donc ça a été relativement assez rapide, quoi. Ça a pas été, Ouais. les désagréments n'ont pas été trop longs. Et tu parlais de ta perte de poids assez significative finalement au début. Mmh. Mais j'ai souvenir des choses qu'on avait eues sur un autre canal Telegram sur lequel je t'avais convié, où on avait eu un petit échange sur le fait que t'étais, ce qui était normal au fait, mais tu mangeais pas assez. Enfin, disons que quand on mesurait les calories, bon, c'est pas une donnée qui est vraiment qui est fiable, mais ça permet d'avoir un ordre d'idée quand on a connu que ça. Et je me souviens que tes quantités n'étaient pas énormes, donc ça Mmh. expliquerait aussi peut-être pourquoi tu as vite perdu. Ouais. Et oui, en effet, je me rappelle de ce petit moment-là. Donc, ça arrivait à peu près un mois, justement, après le début de mon carni. Et, et en fait, cette discussion m'a permis aussi de me dire, enfin, c'est vrai que c'est comme si j'avais une sorte de frein psychologique à trop manger. Et donc là, j'ai commencé bah, à me lâcher un petit peu plus, à me libérer. Oui, Et, ah, euh, carrément. et alors là, des Je me quantités souviens par la suite que tu as... Oui, oui, c'était énorme ce que tu mangeais. c'est clair. Et là, tu vois, depuis quoi, 2-3 semaines, je suis redescendue un petit peu dans mes quantités parce que, bah, par exemple, je vois le midi, à un moment donné, j'ai essayé de manger 3 steaks hachés de 120 à 150 grammes chacun. Et 3, non, c'est compliqué. Alors que 2, ça me va bien. Et le soir, je me fais mon omelette et ça passe très bien aussi. Et d'ailleurs, au début, tu as vite compris que c'est important d'être sur des morceaux gras Mm. où tu utilisais le levier, je rajoute du beurre, je rajoute des lipides, quoi.
Donc j'ai rapidement compris de par toutes mes lectures et de ce que tu as pu me dire toi aussi que voilà, il fallait des morceaux gras. Donc j'ai la chance d'avoir des bouchers qui me font mes petits steaks hachés spéciaux avec du bœuf très gras. Mais en parallèle de ça, un peu comme toi Loïse, en fait, à chaque bouchée de viande, moi je rajoute un morceau de beurre. Et je sens que j'ai, pour l'instant en tous les cas, que j'ai besoin de tout ce gras, que c'est important. Et aussi parce que on parlait tout à l'heure des difficultés par rapport à la transition, donc avec ce nouveau régime. Donc c'est vrai qu'il y avait les diarrhées au début. J'ai toujours, des petites difficultés moi au niveau intestinal. J'ai l'impression avec un ventre qui reste quand même gonflé dans l'ensemble. Problème aussi parfois avec désolée pour les détails, mais bon, ça fait partie du lot, avec des selles là, qui sont parfois très dures, donc j'en arrive limite à la constipation. Enfin, je sens vraiment comme des cailloux dans mes intestins quand je palpe mon ventre. Et donc là, je ne sais pas trop si c'est manque de gras, mais vu tout le gras que je consomme, ça me surprend. Ou alors, est-ce que ce serait juste en rapport avec l'hydratation? Parce que voilà, malgré mes 15 grammes de sel par jour, j'ai toujours soif tout le temps. Peut-être que c'est un déséquilibre. Ça peut être aussi un déséquilibre en électrolytes en général. Si tu dis en plus que tu manges 15 grammes de sel, peut-être que du coup, il y a un déséquilibre potassium, magnésium, sodium, et peut-être que c'est trop de sel. Je sais que sur le groupe Carnivore France, il y a une des membres qui avait eu cette problématique-là, un petit peu ce que tu décris. Et elle avait contrebalancé avec du potassium. Alors, je sais, Quentin, que toi, tu n'es pas très féru de compléments alimentaires, mais peut-être, ne serait-ce qu'en diminuant ta quantité de sel, surtout si tu dis que tu as très soif. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, Quentin. Moi, je trouve que ça fait penser peut-être à un déséquilibre en électrolytes, surtout si tu manges très gras à côté. Moi, je vois ça comme problème. Clairement, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, Loïse. Donc, tu devrais peut-être faire des essais et en diminuant ton sel, voir ce que ça fait, en regardant peut-être, en t'intéressant à l'aspect plus micronutritionnel de tes morceaux, voir au niveau du potassium, du magnésium, si tu ne veux pas te complémenter. Et puis, après, il y a certains, la personne justement qui avait cette problématique-là avait rajouté, je crois qu'elle avait rajouté dans un premier temps du potassium, et ensuite elle avait fait, je crois, elle avait utilisé le magnésium, le chlorure de magnésium qu'on appelle le Nigari, pour accélérer, pour contrebalancer cette problématique d'électrolyte. Mais là encore, il faut que tu expérimentes. C'est quelque chose à tester, quoi. Ouais, mais c'est vrai que j'avais bien pensé à ces problématiques des électrolytes. Du potassium, j'en prends en supplémentation depuis 2 mois et demi. À un moment donné, ça m'allait bien, ça avait réglé cette histoire de soif, mais là, ça recommence. Donc, je vais suivre votre conseil du coup en diminuant un petit peu le sel et reprendre du magnésium. Mais c'est vrai que dans mon esprit, en fait, avec cette alimentation-là, j'ai envie de me dire que normalement, elle devrait se suffire à elle-même, elle devrait être suffisamment complète et je ne devrais pas avoir à prendre de supplémentation à côté. Peut-être que j'en suis pas encore là, que ça viendra par la suite, mais j'aimerais bien tendre à ça en fait, ne plus avoir de supplémentation aucune. Oh, je pense, Nadège, qu'on aimerait tous ça et que parfois, c'est vrai que les ajustements peuvent aussi, ça peut te rassurer, ça peut te rassurer ou t'inquiéter, mais ça peut des fois durer plusieurs mois, plusieurs années où des ajustements sont nécessaires, et c'est ce qu'on partage souvent ça avec Quentin et d'autres membres. C'est qu'on n'a pas mis des années à altérer notre état métabolique, et espérer que ça revienne comme par magie, que ça roule comme sur des roulettes en quelques mois seulement. Parfois, il faudra plusieurs années pour espérer que tout rentre dans l'ordre.
Merci pour ce rappel, hein, c'est tout à fait vrai mais j'ai tendance à l'oublier, je suis quelqu'un d'assez impatient. Mais tu es pas la seule, Nadège. Globalement, je pense qu'on l'a tous été et globalement, c'est ce qu'on constate avec Loïse sur le groupe Carnivore France, même sur les groupes Telegram. Au final, c'est partout. Je pense que c'est humain, c'est qu'on est trop pressé. Et vu qu'on a des lectures ou des témoignages, comme tu disais, qui sont tellement enthousiasmants, où il y a des gens, ils retournent à la santé très très rapidement. Bah, au final, c'est un peu ton cas. Mais du coup, on a l'impression que tout est parfait parce qu'on montre le côté où tout va bien, mais on parle pas des petits désagréments. Et du coup, voilà, si au bout de 2-3 mois, on a encore des soucis, on l'accepte pas. On se dit, c'est pas normal, quoi. Mais je Mmh. pense, comme Loïse, que le cheminement, bah voilà, l'organisme, il a besoin probablement de plusieurs mois, voire de plusieurs années pour, pour se régénérer, quoi, se nettoyer, se régénérer. Et d'ailleurs, il y a une problématique dont on parle beaucoup sur le groupe carnivore aussi, c'est les relargages d'oxalate. Ouais. Et ça peut subvenir des fois plusieurs mois, plusieurs années après l'arrêt de la consommation d'oxalate. Donc au final, c'est l'organisme qui décide dans quel ordre il fait les choses, à quel moment il fait les choses, et il faut en avoir conscience. Si on n'en a pas conscience, si on comprend pas en fait le processus, bah on est déçu et on est paniqué en fait. Donc voilà. Mmh. Du coup, Loïs, tu voulais rajouter quelque chose ou Non, j'enchaîne? tu peux passer au point suivant. Non, si, j'avais encore un petit truc à rajouter. Vas-y. Tu as dit que tu avais perdu quelques kilos au départ. Est-ce que après, en augmentant tes prises alimentaires, ton gras, en trouvant ton rythme, est-ce que tu as pu reprendre quelques kilos ou tu es resté plus bas et en te sentant bien? Non, je suis remontée petit à petit et là, j'ai retrouvé mon poids initial de 50 kilos. D'accord. Très bien. D'ailleurs, pour qu'on soit parfaitement honnête et transparent, j'ai sur les petits Ah, désagréments que tu as pu avoir, je sais plus si tu l'as encore, mais normalement, tu me contactes, quand on échangeait, tu m'avais expliqué que tu avais régulièrement ah des oui, crampes exact. nocturnes. Ouais, ouais, ça arrivait à un moment donné et c'était donc au début, quand je prenais pas de sel, où je mettais juste, voilà, un petit Oui. peu de sel sur ma viande, mais pas plus que ça. Et donc là, Mm, mm. tu m'avais dit que Ulrich Génisson conseillait 15 grammes de sel par jour. Ça Ouais, passait. 12 grammes exactement. Mais Ah, moi, j'ai tendance à être à 15, mais c'était 12 grammes précisément. Ouais, d'accord. voilà. Et ben, quand j'ai mesuré ce que ça faisait, 15 grammes, j'ai dit waouh! Et puis finalement, j'ai commencé à en prendre et ça a bien calmé en fait mes crampes. Ouais. Le magnésium aussi, je me suis rendu compte, je devais être déficiente en magnésium parce que je mettais une solution de magnésium en fait sur la peau, sur mes mollets, et dès que j'en mettais, en fait, ça calmait aussi direct. C'est calmé. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, tu n'es plus embêté, tu n'as plus de crampes. Non, de temps en temps, je sens qu'il y a comme une certaine raideur, mais c'est relativement rare maintenant. D'accord. Ok. Je voudrais revenir sur la formulation de ton carnivore. En fait, ça serait intéressant de savoir combien de repas tu fais par jour. Euh, et un point qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est la qualité de ce que tu manges. Quand tu le sais évidemment, est-ce que tu es sur de la viande de ruminant, donc nourrie à l'herbe, locale, même au niveau des fromages, des produits laitiers, est-ce que tu fais attention que ça soit du lait cru? Voilà, est-ce que tu peux développer un peu ta fréquence de repas et le contenu dans le sens qualitatif? Mm. Donc, je mange 2 fois par jour, le midi et le soir. D'accord. Voilà, parce que le matin, généralement, j'ai pas faim. Pour l'instant, j'en suis là, hein. C'est toujours pareil, un tout peut évoluer. Je sais que beaucoup disent qu'il serait plus intéressant de manger le matin, voire le matin et le midi, mais pas le soir, notamment pour avoir un meilleur sommeil. Mais c'est vrai que pour le moment, j'en suis pas là, tout simplement. Ça évoluera peut-être. Donc moi, je D'accord. mange le midi et le soir, et c'est vrai que mes repas, depuis maintenant plus de 2 mois, sont strictement identiques, à savoir le midi, steak haché avec du beurre, donc steak haché gras. Et le soir, généralement, je me fais une omelette. Ça passe bien, j'aime bien ça. Ça me permet d'apprécier mon repas, en fait. Et dans mon omelette, soit je vais rajouter de l'emmental râpé, soit ça va être du saumon fumé, soit ça va être des lardons. Mais voilà, il y a toujours un petit truc en plus avec mes œufs. Et toujours le beurre. Burger.
Alors oui et non, parce Ah, que j'avoue qu'en fait, les produits laitiers crus, j'ai quand même un petit peu de mal. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où les produits laitiers, je les avais en horreur en fait. Rien que l'odeur et le goût du lait de vache, c'était compliqué. ok. J'ai passé ce cap, mais j'avoue que ouais, le beurre cru, il a quand même un petit goût un peu différent, un peu particulier, sans que ce soit péjoratif, hein. Mais j'arrive quand même à me manger ma plaquette de 125 grammes le midi avec mon steak haché, et le soir, c'est un beurre pas cru, quoi. D'accord. D'accord. Ok. Non, bah après, ça fait partie aussi du cheminement, mais c'est sûr que ouais, les beurres crus sont beaucoup plus, et les fromages également, beaucoup Mmh. plus goûtus. Et donc, quand on a une aversion aussi pour ces produits-là, au début, faut. C'est évident, c'est un peu comme les abats. Je me souviens qu'il y a quelques semaines, vu que grâce à Loïse, j'ai découvert l'os à moelle, bah, du coup, je t'ai transmis cette découverte et t'as essayé et t'as clairement pas pu. Je crois que Non. tu. Voilà. Ah, c'était pas possible. Mais voilà, j'y vais petit à petit, hein. Il y a encore 3 mois de ça, dans mon esprit, c'était juste impossible que je remange de la viande, et bah, Mhm. ça a changé depuis. Donc pareil, tout le reste, je sais que ça va se faire petit à petit, mais j'ai clairement pas envie de me comment De dire? mettre la pression. Voilà, pas de pression, j'y vais à mon rythme, et comme ça, je sais que ça se passera bien. Parce que si je me mets la pression et que je me force à faire des choses, notamment d'un point de vue alimentation, c'est même pas la peine, quoi. Je vais m'écœurer, je vais me dégoûter et ça va être terminé. Alors Et juste, je vais préciser pardon. quelque chose justement qui me paraît peut-être intéressant et qui me vient par rapport à la problématique d'endométriose s'il y a des femmes qui arrivent sur cette vidéo et qui veulent éventuellement commencer un régime carnivore. Donc d'après ce que tu décris, Nadège, bon, tu n'as pas forcément une approche très modérée en protéines. Si tu es sur 300 grammes de viande le midi, on va dire que tu es sur 60 grammes de protéines et 125 grammes de beurre. Donc, on peut considérer que tu pratiques un carnivore high fat. Donc, c'est quand même, alors on pourrait aussi pratiquer, dire que c'est acceptable tes quantités avec un ajout de 60 grammes de beurre. Donc, ça, c'est le minimum si on considère que tes steaks hachés sont maigres, ce qui ne sont pas, hein, j'imagine. Mais bon, pour quelqu'un qui débute, avec un steak haché maigre, 60 grammes de beurre pour 60 grammes de protéines, on est sur un ratio 1-1. C'est le minimum acceptable sur ce mode alimentaire. Mais il faut préciser que quand on a des problèmes, on va dire, hormonaux, pour de nombreux problèmes féminins, on constate quand même de meilleurs résultats et une amélioration plus rapide sur des carnivores très hauts en gras, ce que tu fais. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Si je peux me permettre, je regardais, Nadège, les derniers ratios, enfin, parce que donc tu avais diminué, hein, tu m'avais dit que tu avais diminué les quantités, mais tu étais sur un ratio de 1-2. Donc tu étais entre 100 et 120 grammes de protéines par jour et tu étais encore à 200-250 grammes de lipides. Donc Ouais. vu ton poids, tu es sur une base, t'es pas loin des 2 grammes de protéines par poids de corps. Mmh. Mais en revanche, tu as un ratio parfaitement cétogène. Donc, au final, naturellement, tu l'as relativement bien formulé. Enfin, de mon point de vue, après, peut-être que Oui, d'autres ne seront pas d'accord, ils estimeront que tu es trop haute en protéines, mais finalement, en fait, tu manges toujours à satiété. Satiété, je sais pas, je saurais pas dire. Il y a des moments où je sens, ouais, que je vais être écœurée parce que je mange, parce que ça devient trop, donc là, oui, c'est satiété. Mais j'ai pas l'impression de manger toujours à satiété, mais pour autant, pour l'instant, ça me convient. Et comme j'ai, bah, voilà, des macros qui semblent quand même plus que raisonnables, relativement élevés, mais en tous les cas, enfin, c'est ce qui semble me convenir à moi. Bah, je continue comme ça pour l'instant, mais ouais, le gras, je sens que j'en ai besoin. Mm. Mais mais en tout ouais, cas, c'est vrai qu'un système hormonal altéré est souvent très gourmand de gras. Hein. Donc, ce que tu pardon, ouais, décris, moi, je trouve que c'est vraiment normal et signe que ça va dans le bon sens. Ouais. totalement. Et d'ailleurs, bah, c'est marrant, tu m'as tendu une perche.
sur le fait que t'as pas toujours la satiété et tu m'avais confié que des fois tu avais des appels du sucre. Ah, ouais. On sait que le sevrage est très long, hein, on est tous concernés par ça et encore une fois, c'est aussi un point où il faut être patient. On a tendance à se dire que l'addiction au sucre va passer rapidement, mais finalement, on peut avoir des relents pendant plusieurs mois, je pense. Et, Mm. euh, et je t'avais donné même une petite astuce. Enfin, c'est là que j'avais dû te parler de l'intérêt d'avoir des doudous keto. Ouais. Est-ce que tu en as trouvé? Est-ce que ça suffit du coup pour éloigner ce sucre de ton esprit ou non, pas Alors, encore? au début, j'avais le beurre de cacao. C'est Salomé Selouk qui en avait parlé. Donc, j'ai testé et c'est vrai qu'il y avait un côté assez satisfaisant en fait dans ce produit. Mhm. Donc, c'est vrai que les 2 premiers mois, ça se passait très bien avec ça. Les envies de sucre pouvaient être présentes, mais j'arrivais assez facilement à m'en débarrasser. Mais là, depuis un mois, je vais être très honnête avec vous, je remange du chocolat. Et hélas, régulièrement, en quantité relativement faible, hein, c'est-à-dire que ça va faire à peu près peut-être 11 grammes par jour. Des fois, ce sera 2 fois, 3 fois cette dose. C'est moins régulier. Mais en ce moment, c'est compliqué. Les doudous keto sont plus suffisants. J'avais essayé aussi, pour en avoir discuté avec toi, l'huile de coco, que j'aime bien. Mhm. Mais Mm. c'est pas pareil. C'est juste pas pareil. Donc, je sais que j'ai une nature addict. Donc, voilà, je peux être addict assez facilement. Le chocolat, ça a toujours été une addiction, le sucré. Bon, bah, sans parler du tabac. Et, euh, et pour l'instant, voilà, c'est pas de l'ordre du physique chez moi, c'est de l'ordre du psychologique, en fait, cette addiction, du psycho-émotionnel. Et Et qu'est-ce que tu prends comme type de chocolat? Est-ce que c'est du 100%? alors, j'ai essayé, en effet, j'ai trouvé un chocolat assez intéressant à 80 ou 88% de cacao et le sucre qui a été ajouté, c'était du sucre de coco. Ce qui fait qu'il y avait quasiment pas de glucides, donc ça semblait pas trop mal. Mais c'est juste que c'est pas pareil, le chocolat noir. Moi, c'est le chocolat au lait, voire le chocolat blanc. Ça, c'est à ça que je suis addict, en fait. Et quoi qu'on me donne, que ce soit de la viande grasse ou que ce soit de l'huile de coco ou du beurre de cacao, je n'aurai pas la même satisfaction qu'avec du chocolat. Donc, je sais que j'ai encore un travail à faire là-dessus. Mais voilà, ce que je continue de me dire aussi, c'est chaque chose en son temps. J'ai déjà fait énormément en 3 mois. Il y a tout ce qui se passe autour aussi dans la vie tous les jours, le quotidien. Ça va se faire. Alors, Euh, peut-être qu'en ah, transition, en cétogène qui serait moins, on va dire, délétère que carrément un chocolat blanc ou un chocolat même bio au lait, euh, tu, tu peux regarder, alors j'aurais pas la vidéo spéciale, mais sur la chaîne de Johan Camarata, Super Keto, je sais pas si tu connais. Non. Mais des fois, quand elle fait des retours de course ou des choses comme ça, je me souviens, alors il me semble que tu peux peut-être le rechercher sur Internet, parce que elle recherche quand même des produits keto, mais plutôt hypo-inflammatoires, sans trop d'édulcorants problématiques comme le maltitol, tout ça, plutôt des choses à base de stevia, pardon. Et il Mhm. me semble qu'il y a une marque, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelle Funky Fat Shock. Et en fait, c'est des chocolats keto très faibles en glucides. Je crois qu'ils sont édulcorés à la stevia, mais à vérifier. Et, euh, et qui se rapprocherait plus d'un doudou keto, comme le dit Ulrich Génisson, euh, qu'un euh, qu'un chocolat au lait ou un chocolat blanc classique. Où là, c'est quand même sucré. Mhm. Là, je regarderai ça. du coup, euh, pour rester encore juste un tout petit peu dans l'aspect alimentation, parce que tout à l'heure tu disais ouais t'es en plein cheminement et c'est pas très grave que tu aies des envies de sucre et que tu prennes même une petite dose de glucides. Au final,
l'important, c'est que tu sois en cétose. Et l'important surtout, c'est que ça agisse sur ta symptomatologie. Au final, le but n'est pas d'être 100% carnivore, absolument. Le but, c'est que tu te sois bien dans ton alimentation et que ça règle tes problèmes liés à l'endométriose. Et du coup, bah, ça nous permet de passer aux bienfaits. Enfin, bienfaits ou méfaits, tu vas nous dire, mais a priori plutôt bienfaits de cette alimentation. Alors, entre le moment où tu as démarré cette alimentation et les premiers résultats, comment ça s'est passé? Parce que j'ai eu la joie de pouvoir euh, voir que le processus, enfin de constater ce qui s'est passé, et je trouve ça extraordinaire. Donc, est-ce que tu peux nous le partager, s'il te plaît? Avec grand plaisir. C'est mon petit miracle à moi. Donc, pour rappel, j'ai commencé donc depuis 1er ou 2 août. Voilà, donc j'avais des douleurs effroyables, hein, tous les jours, plusieurs fois par jour. En parallèle de ça, je perdais du sang tous les jours aussi. Ça a duré 1 mois, ces pertes de sang, avec. Enfin, moi, je suis pas une petite joueuse, hein, à ce niveau-là, c'était des règles hémorragiques, hein, donc. Ça aussi, c'était assez compliqué à vivre parce que toutes les heures, il fallait pouvoir trouver des toilettes disponibles parce que sinon, il fallait que je reste cloîtrée chez moi. Donc voilà, début août, début du mois de l'horreur. Le carni, donc je l'ai commencé à peu près mi-août, entre le 12 et le 15. Quelques jours après le début du carni, il s'est passé une chose assez phénoménale. Et donc voilà, encore une fois, désolée pour les détails, mais je trouve que c'est hyper important. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois, quelques années, au moment de mes règles, j'avais toujours des pertes de ce qu'on appelle des caillots de sang. C'est quelque chose que, étant plus jeune, je n'avais jamais connu. Et les gynécos te disent que c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter, ma bonne dame. Mais voilà, je trouvais ça quand même surprenant. Et donc, les caillots, pareil, toujours de plus en plus gros, on va dire. Mais là, quelques jours après le début du carnivore, j'ai eu une perte de caillots. Ça a duré 1h30. Je me suis dit, oh la vache, est-ce qu'il faut que j'aille aux urgences? J'ai perdu des caillots, mais très impressionnants. Le plus gros faisait la taille de la paume de ma main, sur une épaisseur d'au moins 5 cm. Donc, c'était clairement pas rien. Et ça, c'était quelques jours après le début du carni. Et au moment où c'est arrivé, j'essayais de ne pas succomber à la panique. Et en moi est venue cette idée, en fait, qu'il s'agissait d'un nettoyage, ce que m'a confirmé mon éthiopathe par la suite. Et donc là, c'était le 17 août. Et quelques jours encore plus tard, le 28 précisément, arrêt des douleurs. Donc, premier jour, on se dit, OK, là j'ai pas mal, là j'ai pas mal, là j'ai pas mal. La journée avant, c'est toujours pas mal, c'est cool. Le lendemain, pareil. Le 31 août, arrêt des saignements, qui donc durait vraiment depuis 1 mois entier. Et depuis, je vais bien. Clairement, c'est pas encore complètement réglé, ça là c'est certain, parce que depuis en fait cette expérience, j'en suis rendue à mon 3e cycle. La durée des cycles, le premier, je crois que c'était 38 jours, un truc qui m'était jamais arrivé. Les suivants, ça a été 24-25 jours, donc voilà. Mais ce qui était patent, c'est que les douleurs excessivement fortes, comme j'ai pu avoir ces derniers mois, ces dernières années, je ne les ai pas eues depuis. J'ai eu ce que j'appelle des sensations, c'est-à-dire que je sentais qu'il se passait quelque chose dans mon ventre, mais ça faisait pas mal. C'était présent, ça me disait « coucou, je suis là », mais ça faisait pas mal. À part là, ce cycle-ci, donc qui a commencé il y a que quelques jours, donc c'est tout récent, j'ai eu là des douleurs. Mais des douleurs, c'était rien. Je ne pouvais plus dire que c'était que de la sensation parce que c'était un tout petit peu plus fort, mais en même temps, c'était vraiment 3 fois rien sur une échelle de 0 à 10, alors que je pense avoir connu du 8-9. Pourtant, je suis assez dure à la douleur. Là, j'étais sur du 1. Donc, j'ai presque envie de dire que c'était ridicule comme douleur. Mais voilà, je sais que c'est encore là, que c'est encore en cours de guérison. Mais, là, ça se voit pas, mais j'ai un sourire énorme sur les lèvres. C'est ce qui m'arrive depuis 3 mois. C'est juste phénoménal. C'est presque miraculeux.
de passer de toutes ces horreurs, de tous ces moments difficiles, à moi aujourd'hui qui me sens en forme, en bonne santé, qui me sens avec un corps plus résistant, plus dense, qui est vraiment le sentiment que ce que je mange aujourd'hui me nourrit. Et puis voilà, cerise sur le gâteau, mon adénomyose est en train, je le crois, est en train de se régler. Ouais, magnifique, magnifique. Et d'ailleurs, ce que tu me disais que par rapport à, là, t'en as parlé, que tu as encore des fois des petites sensations bizarres, ou des légères douleurs, mais que tu avais vraiment l'impression que c'était comme si l'inflammation avait disparu. Enfin, je me souviens que tu m'avais écrit un moment, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'inflammation. Ouais. Non, clairement, alors ça reste subtil parce que j'ai pas refait d'examen depuis pour voir où j'en étais. Mais depuis l'évacuation en fait de cette masse, de ce caillot énorme, il y a vraiment un avant et un après. J'ai évacué ce qui physiquement semblait causer toute cette douleur d'inflammation qui me faisait ressentir que j'étais inflammée au niveau du petit bassin. Et là, j'en suis plus du tout là. Et au niveau d'ailleurs comment dire, de l'entourage médical, enfin le corps médical qui te suivait peut-être encore, ou ta médecin traitant, tu parlais de ta médecin traitant que tu avais Ouais. consulté il n'y a pas très longtemps, est-ce qu'ils sont au courant de ce que tu as mis en place? Est-ce qu'ils sont au courant que tu revis normalement, que tu as presque plus de symptômes? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils t'encouragent? Est-ce qu'ils sont sceptiques? Est-ce qu'ils te découragent? Alors, j'ai pas de gynéco attitré parce que celle que j'avais auparavant est partie en retraite et c'est tant mieux, sans rentrer dans les détails. Mais à un moment donné, il y a 2 ans, oui, je cherchais une gynéco, quelqu'un qui s'y connaisse en fait dans le domaine de l'endométriose. Et sauf que c'est très compliqué de nos jours de trouver un spécialiste qui t'accueille en tant que nouveau patient. Et celle que j'ai pu voir, soi-disant spécialisée, non, elle m'a absolument rien apporté. Donc voilà. Mon médecin que je vois, c'est une femme que j'apprécie beaucoup parce elle est pas forcément très tournée naturo, etc. Mais en tout cas, c'est une personne qui est à l'écoute, qui prend le temps vraiment d'écouter en fait son patient et de répondre à ses questions, d'expliquer les choses. Et elle n'est pas braquée quand j'arrive avec mes idées un petit peu loufoques, parce que bon, elle commence à me connaître maintenant. Et donc la dernière fois que je l'ai vue, pour faire un petit point sur mon état, voilà, je lui ai expliqué que depuis que j'avais commencé le cétogène carnivore, ça allait beaucoup mieux, que j'avais plus de douleur, que j'étais en pleine forme, etc. Donc elle ne connaissait pas. Elle m'a dit: «Mais alors, qu'est-ce que vous mangez?» Je lui ai dit: «Ce serait plus facile en fait de vous dire ce que je ne mange pas en fait.» Ou c'était l'inverse, je sais plus. Bref. Et donc elle était très surprise. Mais pour autant, voilà, elle m'a entre guillemets alertée sur peut-être un manque de vitamines dans ce mode d'alimentation-là. Elle est d'accord, complètement d'accord que les glucides sont néfastes pour la santé et que ça, c'est une bonne chose de les avoir éliminés. Mais voilà, pour les fruits et les légumes, ça la titille encore un petit peu. Oui, donc du coup, que soit médecin et confond les glucides au sens sucre de table et les glucides des fruits, des légumes, des céréales, au fait. C'est ça, ouais. Ouais. Ok, donc c'est quand même, il y a beaucoup de retard, mais ça coïncide avec aussi les quelques médecins que je croise, ils sont un peu largués au niveau nutrition. Ouais, c'est ça. Et puis en Et pardon. parallèle, je suis sûre que c'est la question que tu allais me poser. En fait, quand j'étais au plus mal au mois d'août, je me renseignais pour trouver justement des spécialistes de l'endométriose. Et on m'avait parlé d'un institut qui se trouve à Bordeaux, l'IFEM-Endo. C'est un institut franco-européen, je ne sais plus quoi, vraiment spécialisé de l'endométriose avec tous les meilleurs spécialistes de France, tout ce qu'il faut. Et donc j'avais pris rendez-vous avec un médecin de là-bas. Ce médecin s'est basé donc sur l'IRM que j'avais faite il y a maintenant presque 2 ans. Moi, quand j'avais eu les conclusions de l'IRM, j'avais compris grosso modo que voilà, j'avais une endométriose. C'est lui en fait qui m'a expliqué que c'était presque ça, qu'il s'agissait en fait d'une adénomyose plutôt sérieuse.
Et lui, enfin voilà, m'expliquait que par rapport à ce que j'avais, s'il y avait des symptômes, en gros, fallait, outre tout ce qui était anti-inflammatoire et antalgique, c'était prendre la pilule et voir à considérer donc l'ablation de l'utérus. Sauf que après l'avoir écouté, donc il me demande comment ça va à l'heure actuelle et je lui explique que depuis que j'ai commencé le cétogène carnivore, je vais beaucoup mieux et les symptômes ont disparu. Et sa réaction, elle a été tristement drôle. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à en savoir plus Ouais. sur ce que je faisais, comment je le faisais et du coup les conséquences positives ou négatives que ça pouvait avoir. Il m'a juste dit c'est bien, écoutez, si vous n'avez si vous n'avez plus de symptômes, en gros, continuez comme ça, sinon voilà, vous connaissez déjà vos options. Donc voilà, j'étais un petit peu triste quelque part de me dire que face à une personne qui a des améliorations aussi importantes sur sa condition, même si c'est vrai que je n'ai que 3 mois de recul et ça, je le garde bien en tête, je n'ai que 3 mois de recul là-dessus, mais quand même, Il se 3 passe mois quelque chose. Bah oui, et puis il y a quelque chose. Ça peut pas. voilà, donc peut-être que petit à petit, ça fera chemin, dans l'esprit de ces personnes-là. Déjà, il t'a pas découragé. On peut voir ce côté-là. Le point positif, c'est qu'il Oui, il a pas complètement. essayé de te faire peur ou de te dire cholestérol, graisse saturée, enfin le grand classique. C'est ça. Le grand Non, classique. complètement d'accord. Déjà, moi, si on m'écoute et qu'on ne s'oppose pas à ce que je suis en train de faire, déjà, c'est très bien. Exactement. Ouais. Bah, super. Et d'ailleurs, donc tu nous expliquais que les symptômes là étaient le peu de symptômes qui te restaient, c'était complètement vivable, enfin que tu sentais que tu avais la main mise, du coup, c'était toi maintenant qui contrôlais. C'était plus ta maladie qui te contrôlait, c'est toi qui avais la main là-dessus, tu sais, tu connais les leviers, donc tu as principalement utilisé le levier de l'alimentation. Mmh. Tu connais le levier pour, voilà, tu sais que le sucre, si tu retombes dedans un peu trop, tu rouvres la porte aux symptômes. Est-ce que ce céto-carnivore t'a apporté d'autres bienfaits? Bon, j'imagine en casque, enfin, par répercussion, ça, vu que tu as un meilleur sommeil, j'imagine ça t'a apporté plein d'autres bienfaits, mais est-ce que tu as vraiment des bienfaits où tu sens vraiment que c'est l'alimentation elle-même qui te les ont apportés et des bienfaits que tu n'aurais jamais imaginé, quoi, inespérés, quoi, Mmh. Alors, au risque de vous décevoir, je dirais rien de flagrant pour l'instant. Heu, peut-être, non, non, vraiment rien de flagrant pour l'instant parce que je pense que réellement mon corps a besoin encore de temps pour, pour refaire le plein de tout ce qu'il a manqué toutes ces années. Encore besoin de temps pour se régénérer. Mais malgré tout, enfin, je sais être sur le bon chemin. Parce que, voilà, c'est une sensation forte en moi de me dire que ce que je mange à l'heure actuelle, ça me nourrit réellement. C'est dense. Si je peux pas te le voir sur mes muscles, on va dire, je fais pas de sport à l'heure actuelle, même si voilà, j'ai l'activité, au travail où, je suis toujours debout à porter des charges. Je bricole beaucoup aussi à la maison, ce qui fait que bon, j'ai quand même des petits muscles, un peu dessinés. Mais, voilà, dernièrement, j'ai senti qu'ils étaient, voilà, plus denses. Pour moi, c'est vraiment ce terme de densité qui revient, très souvent. C'est un témoignage il y a beaucoup de gens qui prennent du poids, ouais, en céto-carnivore et souvent c'est la densité osseuse, densité musculaire, il y a des fois un peu de gras, mais Mmh. il y a clairement, oui, j'ai vu des gens qui d'aspect corporel, ils ont pris 6 ou 7 kilos, mais ça se voit pas du tout. Ouais. Donc du coup, c'est une question que j'allais te poser, mais tu m'y as un peu répondu. C'est est-ce que tu as vu une recomposition corporelle? C'est-à-dire, on sait que beaucoup de végétariens sont. Enfin, moi, j'en vois deux types, hein, travaillant dans une biocoop. Il y a beaucoup de végétariens qui ont un végétarisme très transformé, donc en fait, ils sont clairement en surpoids. Et d'autres qui sont très axés sur les fruits, les légumes. Et là, ils sont très frêles, ils sont très. Et des fois, j'en trouve, ils sont même cadavériques, quoi. C'est pas de muscle, pas Ouais. de gras, il y a plus rien, il y a Mmh. plus de densité. Est-ce que toi, du coup, comme tu dis là, est-ce que tu trouves que tu prends de la masse musculaire sans vraiment le rechercher, enfin, sans faire de travail pour faire.
de l'hypertrophie musculaire, est-ce que tu te trouves plus tonique là, au niveau de ta composition corporelle? Je suis désolée, je vais avoir beaucoup de difficultés à te répondre et certainement Pas de je ne vais souci. pas répondre à ta question parce que j'ai C'est beaucoup pas de grave. mal à m'en rendre compte. Tout ce que je peux dire, c'est que les gens ont l'impression que je suis toujours, que j'ai toujours le même corps que quand j'avais perdu 4 kilos dernièrement. Ils ont l'impression D'accord. que je suis toujours en insuffisance pondérale alors que j'ai repris ce poids. Donc il y a quand D'accord. même quelque chose. On a OK. l'impression que je suis plus maigre que je ne suis réellement. Donc est-ce que voilà, j'ai juste dégonflé par rapport à il y a 3 mois en arrière? Ou est-ce qu'en effet, j'ai pris davantage de densité musculaire? Ou peut-être sûrement les 2 en même temps? Ça peut être aussi de la densité osseuse, Oui, effectivement, visuellement une perte d'inflammation, donc il peut se manifester par une perte de volume. Même comme tu le disais, 3 mois, c'est assez court, mais ça ne va faire qu'en s'améliorant. Et j'imagine qu'au fur et à mesure du temps, parce que tu l'as évoqué au début de l'interview, mais en t'intéressant, je crois que c'est le point suivant, donc excuse-moi Quentin, j'anticipe un petit peu, mais en t'intéressant à d'autres leviers de cet incroyable mode de vie, tu vas peut-être aussi avoir envie de te libérer de la cigarette, par exemple, parce qu'effectivement, tu disais que tu n'avais pas encore tous les bénéfices, mais voilà, ça prend du temps de se libérer de toutes ces addictions. Comme tu disais, tu étais aussi addict plus ou moins au café. À un moment donné, tu as réussi à tout supprimer, mais point par point, j'imagine que tu vas aller vers une vision plus globale de ton mode de vie. Et je voulais aussi ajouter je l'ai perdu en même temps que je voulais l'évoquer. Bon, excusez-moi, reprenez, je vous interromprai si ça Ouais, me revient. t'hésites pas, ouais. Juste Oui, avant juste de... soyez Oui, intervenu. vas-y. Juste, tu disais que tu n'avais pas constaté de réels bénéfices, mais au-delà de ton endométriose et de tes douleurs, mais par exemple, quelque chose qu'on oublie souvent, et je ne sais pas si tu l'as constaté, surtout quand on est une femme de plus de 40 ans, c'est que souvent on a la peau déshydratée, on a besoin de s'hydrater, etc. Et quand on passe sur un carnivore plutôt bien formulé, haut en gras, on s'aperçoit que notre peau n'est plus sèche, qu'il n'y a plus de squame, qu'elle est hydratée naturellement. Est-ce que tu as pu constater ça chez toi ou pas vraiment? bien joué Loïse. En effet. En effet, je l'ai constaté sur la peau de mon visage, sur mes mains qui sont moins sèches qu'à l'accoutumée quand même. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui va continuer à s'améliorer, mais c'est vrai que j'ai déjà vu une amélioration en ce sens, oui. Donc je pense qu'il y a aussi des bénéfices comme ça, un petit peu, voilà, c'était pas des choses invalidantes dans notre vie, donc on se rend pas compte que ça s'est amélioré, mais on s'en rend compte parfois quand on nous dit oh t'as une belle peau ou oh tes cheveux ils sont super, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Je mange du gras et de la viande. Voilà, C'est donc ça. je vous laisse reprendre, hein, désolée de vous avoir interrompu. Non, c'est très intéressant. Euh, Avant de passer sur un point, sur plus la démarche, enfin les difficultés que tu as pu rencontrer, comment on parlait de ton entourage médical qui a reçu de manière assez sans réaction particulière ta nouvelle alimentation, et dans ton entourage plus familial, amical, de travail, comment, surtout que du coup tu es passé d'un extrême à l'autre, entre guillemets, comment ça a été reçu? Est-ce que ça a interpellé positivement, négativement? Alors je Et rigole parce que ça a été un gros choc, mais pour tout le monde. Les gens, que ce soit les amis, la famille, les collègues de boulot, ils me connaissent et clairement, s'il y avait quelqu'un qui devait rester végétarienne toute sa vie, c'était moi.
Sauf que, bah non, donc quand je suis arrivée avec mes assiettes les premiers temps, les gens me regardaient, mais waouh, je suis une extraterrestre, qu'est-ce qui se passe, Nadège, reviens. Et puis, bah voilà, en leur expliquant un petit peu la démarche, où j'en étais, et déjà les bienfaits que ça m'avait apporté en peu de temps, les gens étaient ah ok, bah c'est cool. Après, c'est vrai qu'il y a eu quelques questionnements, on va dire de l'ordre de la peur. C'est oh mon Dieu, mais tu vas te faire du mal à manger que de la viande et des lipides. Voilà les problèmes de cholestérol et compagnie. Tu manges pas de fruits, pas de légumes. Oh mon Dieu, tu vas plus avoir de vitamines, plus de fibres, si essentielles. Donc il y avait pas mal de peur aussi. Après, certaines personnes étaient curieuses, mais c'était pas la majorité. Je pourrais essayer de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionnait. Non, je crois que dans l'ensemble, je remarque que les gens n'ont pas trop envie de poser de questions, ils n'ont pas envie de remettre en question leurs connaissances. Ouais, on va aborder ce point-là après un peu plus tard. Mm. C'est intéressant, je suis curieux d'avoir ton avis. Et l'avis de Loïse aussi également, parce que c'est quelque chose, au fait, on se rend compte que il y a le fait que peu de gens finalement osent essayer l'alimentation alors qu'il n'y a aucun risque. Finalement, c'est un levier ou au pire, ça fonctionne pas. C'est souvent un blocage, c'est des croyances, c'est des dogmes, Mm. c'est un blocage psychologique finalement. Les solutions sont là, elles sont faciles à mettre en place, mais c'est mentalement que ça bloque. On va l'aborder après. Euh, Comment, donc du coup, ils ont accueilli de manière assez très surpris ton alimentation dans ton entourage. Je voulais te demander comment ils ont reçu ton retour vers la santé, quoi, le fait que tes symptômes ont disparu, ils ont bien dû voir que t'as un bien-être qui est revenu. Mais juste avant, je voulais te demander tes filles comment, parce qu'elles voyaient bien quand même que t'étais pas bien du tout avant cette alimentation-là. Est-ce qu'elles ont vu tes repas changer, j'imagine? Comment elles ont reçu, Ouais. comment elles ont accueilli ça? Est-ce qu'elles ont été curieuses? Est-ce qu'elles étaient évidemment heureuses pour toi? Curieuse et très surprise aussi, clairement. Ma grande était est plutôt contente maintenant parce que du coup, elle-même mange davantage de viande qu'auparavant. Parce que bon, même si j'étais végétarienne, maman à la maison, je faisais toujours de la viande à la maison pour qui en voulait. Mais c'est clair que j'en faisais pas beaucoup. Ma petite, elle, a décidé d'être végétarienne suite à un traumatisme. Donc voilà, elle est plutôt triste de me voir du côté de la viande maintenant. Mais voilà, les filles sont conscientes que oui, que je vais beaucoup mieux, mais c'est pas qu'elles se méfient, mais elles gardent une réserve par rapport à ce que je peux leur dire maintenant sur l'alimentation, parce que Oui. je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup expérimenté. Je suis quelqu'un, voilà, quand je suis convaincue de quelque chose, je suis convaincue à fond. J'essaie pas de convaincre forcément les autres, mais voilà, je leur explique en tous les cas mes raisons, je leur donne mes arguments. Et donc voilà, les filles maintenant sont un petit peu vigilantes avec moi et savent très bien que ma lubie du moment sera peut-être pas celle de dans 6 mois. Donc je leur en veux pas pour ça, je le comprends, mais enfin voilà. Pour l'instant, en tous les cas, le carnivore, c'est ma vérité du moment. Dans 3 mois, 6 ans, je sais pas où j'en serai, je sais pas comment les choses auraient évolué, mais tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, ça fonctionne bien. Et sinon, je vais juste donner une petite anecdote qui m'a beaucoup fait rire. Une de mes sœurs, donc qui s'inquiétait beaucoup de mon état, de cet été, du mois d'août, on s'est eu au téléphone, je sais pas, ça doit être mi-septembre, hein, donc le carnier avait déjà agi sur moi. Et donc elle me demande par téléphone, bon alors comment ça va? Et je lui fais, bah écoute, là je vais très bien en ce moment, ça fait un moment que j'ai pas eu de douleur et tout, enfin c'est cool quoi. Elle me dit, ah bah tu vois, ça fait du bien de prendre des médicaments. Donc quand j'ai expliqué que c'était pas du tout les médocs, mais voilà l'alimentation, elle est restée un petit peu sceptique. Voilà, elle n'est pas encore convaincue. D'accord, ok. Ah, c'est fou quand même d'être sceptique alors que, enfin, euh, si tu prends pas de médicaments et que la seule chose que tu vas changer c'est l'alimentation, Mm. c'est un fait quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas aller à l'encontre de ça quoi. Ah, ou après, elle te croit pas, et estime que tu mens et que finalement, te gave de médicaments. Non, C'est, si, je pense qu'elle me croit. Enfin, elle me connaît. J'ai toujours été un peu à part, on va dire, dans la famille. Je suis un peu le mouton noir, pas forcément dans un mauvais sens, hein, mais c'est vrai que j'ai toujours des idées assez originales
qui ne sont pas forcément celles du plus grand nombre. Donc, mes petites péripéties, mes aventures, voilà, ça, tout le monde est au courant dans la maison. Elles ont l'habitude. Donc, elle sait que je dis la vérité, mais voilà, elle n'est pas prête non plus à remettre en question ni ce qu'elle connaît de l'alimentation, ni le plaisir qu'elle trouve en fait dans son alimentation variée. Ouais, c'est ça, ouais. Bah ouais, tu remets en question leurs croyances et Ulrich, il en parle souvent. Loïse, elle rappelle également souvent que Il touche à la l'aliment personnalité. c'est ça, Ouais. exactement. Et beh, du coup, donc j'avais, refait un bond sur le ressenti de tes filles, mais du coup, tes collègues au boulot, ton entourage globalement, enfin tous les gens qui connaissaient ton état, de voir ton amélioration significative, ta joie de vivre, j'imagine, ton bien-être, ton énergie, comment ça a été reçu? Bah, les gens étaient contents et soulagés pour moi, clairement, mais, mais ça n'a pas provoqué de déclic plus que ça. Je ne sais plus à qui j'en parlais, mais enfin, pour faire cette transition comme j'ai pu la faire, soit c'est une démarche je pense que c'est une démarche relativement longue où on s'intéresse vraiment à plein de choses, on est en capacité de se remettre en question, de remettre en question ce qu'on a pu apprendre et voilà, on peut prendre le temps de prendre une décision éclairée. Soit on se retrouve comme moi vraiment au fond de la piscine, on n'a plus d'autre choix, on est acculé au mur, enfin voilà toutes ces expressions-là et on se lance du jour au lendemain et on y va à fond parce que d'une certaine façon, on n'a pas d'autre choix ou en tout cas, c'est le Exactement. seul et unique choix qui nous reste. Donc je pense que pour la plupart des gens, s'ils ne se retrouvent pas dans l'un ou l'autre de ces scénarios, il se passera rien parce qu'ils ont pas d'intérêt particulier. Ouais, Je sais pas, c'est exactement. une question qui est vraiment complexe et vaste et il y a beaucoup de choses, je pense, qui rentrent en jeu là-dedans et ce que j'ai évoqué, en fait, c'est que deux hypothèses, on va dire, mais il y en a d'autres. Ouais. Non, mais t'as parfaitement raison. De toute façon, encore une fois, je vais citer Ulrich Génisson, mais il dit souvent enfin, il estime qu'on n'arrive pas dans l'alimentation cétogène, sans même parler du carnivore, mais cétogène, par hasard et que Mmh. malheureusement, c'est généralement quand on est, au pied du mur que, on s'y intéresse et puis il y a tellement une propagande, gras, enfin anti-graisse saturée, anti-cholestérol, anti-viande, et puis une propagande pro-glucides, une propagande, voilà, les glucides pour le cerveau, qu'au fait, faut vraiment être déterminé pour, s'engager dans cette alimentation-là et il faut être avoir avoir des personnalités, une ouverture d'esprit comme toi, comme Louise, comme tous les gens en fait qu'on côtoie dans ce mode de vie qui ont une grande ouverture d'esprit et qui ont pas peur de faire les choses, de manière, à fond quoi, à 100 de pas faire les choses à moitié. Et Mmh. malheureusement, ça représente pas grand monde au final. On est une très grande minorité. Ouais. Du coup, on va essayer de se projeter un peu sur la suite. À l'heure d'aujourd'hui, comment tu vois l'avenir? Comme tu disais tout à l'heure, peut-être que dans 3 mois, tu auras changé Mmh. de vision des choses ou d'alimentation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tes connaissances, tu t'es beaucoup documenté, tu as beaucoup expérimenté, même si c'est que 3 mois, c'est quand même, 3 mois très, très intenses. Est-ce que tu estimes déjà que cette alimentation-là, en étant ancienne végétarienne, est est l'alimentation la plus optimale de notre espèce? J'ai envie de dire oui, mais en même temps, je suis quelqu'un de prudent et enfin, je me rends compte tous les jours qu'on entend de tout et de son contraire. On entend Mmh, blanc, on entend noir et entre les 2, il y a toutes les nuances de gris. Personne ne détient la vérité et surtout pas moi. De ce que j'ai pu en entendre, en lire récemment, c'est vrai que cette alimentation semble en effet la mieux adaptée pour l'être humain. Je je peux rien assurer, je peux rien affirmer, voilà, j'ai des c'est connaissances, mais je parfait. suis loin d'être une experte. Tu parfaitement honnête au moins et malgré que ça t'ait apporté plein de bienfaits, tu raison de pas,
de pas non plus être trop, de pas être religieuse là-dessus, au fait, de Oui, rester modéré, quoi. c'est ça. Maintenant, encore une fois, voilà, faut expérimenter. Et de ce que j'en expérimente depuis 3 mois, là, aujourd'hui, clairement, je change pas. Je reste où j'en suis avec la viande, avec les œufs, enfin les protéines animales, les lipides animaux, et peut-être même que je modifierai ça encore. J'ai entendu parler de la Lion Diet que vous avez fait dernièrement. Et c'est vrai que depuis le début, j'ai ça en tête. Je me dis que peut-être que pour aider mon corps vraiment à faire un reset complet, ça pourrait être intéressant que j'en passe par là. Et donc là, ce serait que de la viande de bœuf de ruminant. Sans beurre, ça va être compliqué, mais voilà, c'est pour ça à voir plus tard. Mais voilà, au vu des résultats de l'expérience que j'ai pu en faire jusque-là, pour moi, oui, c'est l'alimentation optimum. Mais Bah encore d'ailleurs, oui, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, non, c'était juste pour redire qu'encore une fois, voilà, je reste aussi prudente, que je ne sais pas s'il y a une vérité, mais en tous les cas, à aujourd'hui, c'est ma vérité. La vérité, ouais. Et d'ailleurs, bah du coup, sans transition, tu m'as tendu la perche pour donc tu te vois même pour la notion de plaisir. Alors j'aime bien dire que l'alimentation, avant que ça soit un plaisir, c'est un besoin physiologique essentiel. Donc parce qu'on a tendance à mettre le plaisir avant le besoin vital de se nourrir. Mais est-ce que tu te vois avec du coup, le recul que tu as, les bienfaits que ça t'a apporté, les connaissances que tu as, euh, est-ce que tu vois comment dire, tu te vois sur la longueur, sur le long terme, rester dans cette alimentation-là? A priori, oui. T'as pas peur de te lasser parce que on est quand même élevé dans l'idée qu'il faut varier son alimentation et du coup les gens se lassent à manger tout le temps la même chose. Est-ce que toi tu as une lassitude? Pas du tout. Pas pour le moment, ça pourrait arriver parce que voilà, pour l'instant, hormis le steak haché, les omelettes et des petites choses que je vais rajouter à mes omelettes, c'est vrai que mes repas sont très banaux. Je sais même pas si on dit ça, Mhm. banal. Donc c'est toujours la même chose. Pour l'instant, je ne me lasse pas, mais ça pourrait en effet arriver un jour. Mais à partir de là, je sais qu'il y a quand même un éventail d'autres aliments d'origine animale que j'ai pas encore testés et que je pourrais donc tester. Donc la, la fatigue à ce niveau-là, elle n'est pas prête d'arriver tout de suite. Mais non, je vois toujours des ouvertures en fait. Voilà, je sais qu'il y a le régime cétogène qui existe avec quelques aliments non animaux qui est correct, on va dire, en termes d'alimentation. Donc je me dis que voilà, si vraiment un jour j'ai envie d'étayer un petit peu mes repas, je pourrais toujours aller piocher là-dedans. Hmm. Ok. Effectivement, ouais, comme tu l'as dit, j'ai relevé tout à l'heure, mais je t'ai pas interrompu. Tu consommes pas de poisson gras, tu consommes pas de fruits de mer, Un petit peu. euh, un petit peu quand même. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Poisson gras, le saumon, j'essaye à peu près une fois par semaine, on va dire. Ok. Fruits de mer, de temps en temps, quand j'ai l'opportunité, mais bon, clairement, c'est pas régulier. Ouais, sardines, maquereaux, par exemple, j'ai un peu plus de mal. D'accord. Ok. Après, tu disais que les abats aussi, pour l'instant, c'était compliqué. Oui. Là, il y a une barrière psychologique qui est. Ce qu'il faudrait presque, c'est que j'ai quelqu'un avec moi pour m'accompagner, en fait, et me faire goûter, me faire tester différentes cuissons aussi. Et ça, ce serait chouette, hein. Ouais. Mais non, j'ai personne pour m'accompagner là-dessus. Et après, on peut aussi ruser un petit peu en, en hachant un petit peu de foie avec du steak haché pour intégrer un petit peu d'abat. Ça permet vraiment de masquer le goût, Mm. peut-être un peu fort au début. Pareil avec la cervelle, mixer de la cervelle et la mélanger avec des œufs pour l'intégrer à une omelette. Franchement, on sent vraiment pas du tout le goût. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à faire en cuisine. Et c'est vrai que je rebondis parce qu'à un moment donné, dans l'interview, tu as dit non, j'ai pas toujours la satiété, mais je me satisfais de ce que je fais actuellement.
et après tu as continué, tu as poursuivi sur le fait que tu consommais en petite quantité, mais toujours du chocolat. Alors c'est vrai qu'il y a la satiété, mais parfois on a besoin aussi par rapport à d'où on vient, etc., de satisfaction. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, parfois un ratio très haut en gras va bien leur convenir, et à d'autres, elles auront la satiété, mais elles n'auront pas la satisfaction d'un repas plus copieux, ou pour certains, plus diversifié. Donc pour toi, ça peut être un moyen d'explorer et d'observer si ça te détourne pas de ces envies de chocolat. Parce que si tu es plus satisfaite, avec peut-être plus de diversité si c'est ce dont tu as besoin, peut-être que les envies de sucré se disparaîtront. Enfin, j'en sais rien, c'est une piste, hein, je détiens pas la vérité, mais je vois aussi ce qui fonctionne pour moi et ce que j'entends qui fonctionne aussi pour d'autres carnivores. Certains ont besoin de beaucoup de variétés pour être satisfaits, d'autres plutôt d'une grande quantité pour être satisfaits. C'est assez individuel quand même. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, par rapport à... Donc, on voit bien que l'alimentation, t'es quand même assez optimiste pour l'avenir et tu as confiance dans ce levier-là. Est-ce que tu as envisagé, alors je connais déjà un peu la réponse quand on en a un peu discuté, mais est-ce que tu as envisagé d'activer d'autres leviers? Euh, donc, par exemple, la lumière bleue, te protéger donc dans l'optique de favoriser ton sommeil. Je sais pas, la mise à la terre, le jeûne. Je pense que tu connais un peu la pratique du jeûne. Mm. Vas-y, est-ce que si tu peux développer d'autres leviers d'un Ouais, point de vue holistique hors alimentation? ouais, c'est tout ce que tu viens de dire. C'est vrai que la lumière bleue, j'en avais un petit peu entendu parler, mais j'avais pas encore pris le temps de me renseigner. Et j'ai pas encore eu le temps d'ailleurs de me renseigner complètement là-dessus, mais ça viendra parce que voilà, on est tout le temps exposé de façon à que ce soit les écrans, les lumières LED et compagnie. Et j'ai bien conscience que c'est pas bon pour notre santé. De l'exposition au soleil, reprendre une activité sportive, ouais, ça aussi, ce serait bien. Il faut que je le mette en place, et pas seulement pour moi, mais aussi pour mes filles. Arrêter de fumer, arrêter le chocolat, arrêter le café, même si le café, je n'en prends qu'un seul, c'est le matin. Il y a encore plein de leviers, c'est certain. Il y a aussi toute la partie psycho-émotionnelle, j'ai envie de dire, à travailler. Moi, je sais que mes addictions donc pour le chocolat et la cigarette, c'est très lié à la partie psycho-émotionnelle. Mm. Faut du temps pour tout ça. Ça va se C'est faire. extrêmement positif parce que finalement, tu as tellement de choses encore à améliorer que Mmh. mais tu as déjà des résultats extraordinaires. Ouais, ouais, clairement. Et ça prouve du coup que l'alimentation, c'est quand même le levier le plus important, le plus puissant, a priori. Après, ça a Ouais. eu un impact favorable du coup sur ton sommeil, parce que je pense que si le sommeil ne suit pas, ça le fera pas. Mmh. Mais grâce à l'alimentation, ça t'a réglé le problème des symptômes et ça t'a permis de nouveau d'avoir des nuits beaucoup plus réparatrices. Ouais. Pas dans les premiers temps, hein, parce que, voilà, entre les crampes, digestion et le reste, je faisais aussi des insomnies auparavant, c'est parce que ça mouline toujours beaucoup dans ma tête, hein. Mais c'est vrai que là, depuis un bon mois, ça s'est bien régulé. Je ne me réveille plus au milieu de la nuit. Je m'endors toujours assez facilement et c'est surtout le réveil, en fait, j'ai remarqué, je me réveille, bien avant mon réveil. Sur le coup, un peu fatiguée, mais par contre, j'ai de l'énergie toute la journée, ça se passe bien. Très bien, super. Et d'ailleurs, vu qu'hier, Loïse m'avait invité pour faire une vidéo sur le mouvement par rapport à la playlist, à la série qu'elle fait sur cette thématique-là. Mmh. Est-ce que toi, est-ce que dans ta vie, tu as eu une activité sportive? Est-ce que l'endométriose t'a empêché de continuer d'avoir une activité physique, quelle qu'elle soit? Et est-ce que du coup, aujourd'hui, tu as pu reprendre quelque chose? Ou au fait, non, finalement, t'as jamais rien fait?
pas vraiment d'activité sportive. J'ai fait un peu de yoga, un peu de muscu à une certaine époque. À une époque aussi, je faisais pas mal de vélo parce que là où j'habitais, je faisais tous mes déplacements à vélo. Mais depuis 20 ans, en fait, non, j'ai pas d'activité réelle. 20 ans? Moins que ça, 15 ans. Bon, entre 15 et 20 ans, j'ai pas vraiment d'activité parce qu'après les filles sont nées, il a fallu s'en occuper. Après, les choses de la vie ont fait que j'étais seule pour m'occuper de mes filles. Mm. Donc j'ai pas vraiment eu le temps pour m'occuper de moi. Elles grandissent, donc voilà, ça, les choses vont changer et ça va être chouette. Du coup, comme tu disais, tu as quand même, entre ton métier qui est assez physique et ton activité chez toi où à ma connaissance, tu es assez bricoleuse, tout ça, enfin, tu es assez dynamique. C'est le jour et la nuit depuis que tu plus de symptômes. J'imagine que tu étais beaucoup moins active, surtout au mois d'août, là, où c'était le pic, Oui, mais c'est dû à ça. ton... Hmm, En fait, tant que j'ai pas mal, enfin tant que j'avais pas mal, en tous les cas, j'étais quand même très active à faire tout ce que j'avais à faire. C'était hmm, juste les jours, les moments où j'avais mal, où là, c'était zéro. Je ne pouvais rien faire du tout. Mais en dehors, ça allait quand même. J'ai toujours eu une assez bonne énergie à beaucoup m'activer. Très bien, bah, super. Avant de passer au dernier point, plus pour une vision globale, je voulais te demander, tu m'en as déjà parlé un petit peu, officiellement, t'es pas guéri, enfin, t'as encore de toute façon tu sais que c'est jamais très loin, mais Mhm. est-ce que tu comptes faire des analyses, refaire une IRM, pour voir concrètement, enfin, d'un point de vue médical, au fait, où ça en est, quoi? Eh ben, en fait, j'aimerais bien, notamment refaire une IRM d'ici quelques mois, ouais, pour voir où j'en suis, pour voir l'évolution. Mais en même temps, j'ai pas envie de subir en fait des actes qui pourraient être potentiellement nocifs pour ma Ok. santé. Hmm. A priori, les IRM seraient à peu près sans conséquence, mais il y a quand même des études qui montrent une altération possible. Alors j'ai vu ça, de l'intégrité chromosomique. Il y a aussi la problématique des produits de contraste qui peuvent être utilisés. Et, Hmm. et donc, j'ai pas envie de ça. Donc, c'est vrai que ce serait chouette de pouvoir réellement voir où j'en suis, ce qu'il en est, et avoir une preuve concrète à apporter. Mais c'est juste quoi, non, pour l'instant, j'ai pas envie de fragiliser encore mon organisme. Donc, ce sera pas pour tout de suite si jamais je le fais. Et avec des analyses de sang, je crois qu'il y a des marqueurs, inflammatoires qui peuvent être analysés. Ah oui, exact, ouais. Je sais pas, après là, je suis pas très calé là-dessus. Faudrait qu'on demande à Hydra. Tu avais acheté, je crois, le livre Comprendre l'alimentation cétogène carnivore. Ouais, De, ouais. et il faudrait que je demande à l'auteur de ce livre-là. Il est assez calé sur tout ce qui est prise de sang, analyse de sang. Donc, Mhm. ça serait intéressant. Voilà, si c'est un moyen pour toi d'avoir une indication sans que ça te soit délétère de passer les examens, quoi. Mm. Ouais, ça pourrait être intéressant, ouais. Super. Et ben, je me le note et je te ferai un retour là-dessus. D'accord, ça marche. Alors, du coup, pour le dernier point, donc là, c'était plus avoir ton point de vue. Donc, encore une fois, tu sois totalement libre dans ce que tu dis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est ton point de vue avec ton expérience. Et on a tous notre point de vue et on a le droit. Il n'y a pas de souci. Donc, plutôt une réflexion globale sur l'endométriose et l'alimentation cétogène carnivore plus globalement. Euh, Est-ce que on peut dire que tu es devenue une experte de ton alimentation, oui, mais de ta maladie aussi, depuis le temps? Tu as appris à connaître, à tout connaître, quoi, la symptomatologie, comment ça fonctionne. T'estimes experte ou pas? Absolument pas. Absolument pas. D'accord. Absolument pas, soyons clairs. Non, 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 non. J'ai des connaissances, c'est certain, j'ai compris des choses, c'est sûr aussi, mais experte, enfin, je suis quelqu'un d'assez, ouais, ça on a pu le comprendre, un peu jusqu'au boutiste, mais perfectionniste aussi. Donc, pour qualifier quelqu'un d'expert, ouais, il faut qu'il y ait vraiment du background derrière. Et non, j'en suis pas là. Euh, L'endo, ça reste très compliqué. Il n'y a aucun consensus nulle part de ce que j'en ai lu. En fait, les origines, les causes, personne n'en sait rien à l'heure actuelle.
En plus, il faut voir que chaque cas est vraiment unique. Il y a autant d'endométriose que de femmes. Donc clairement, je peux pas me considérer comme étant une experte. Mais est-ce que pardon, vas-y, je te Non, laisse non, terminer. vas-y. Bah, ce que je voulais te demander du coup, c'était est-ce que, tu trouves pas que c'est une maladie un peu «bête» entre guillemets, un peu comme souvent on dit ça pour le diabète de type 2. Est-ce que tu crois pas que, à part, pour quelques exceptions peut-être, que l'alimentation cétogène carnivore, serait un «remède» entre guillemets «universel» et que malgré qu'il y ait pour chaque femme, une endométriose différente, le problème c'est une inflammation, chronique, basale quoi et donc du coup, est-ce que finalement, les endométrioses ont des formes différentes, mais la cause, c'est la même? Et du coup, la solution potentiellement, c'est plus ou moins la même également. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou t'as pas d'avis ou... Si, j'ai un avis et pour en avoir discuté avec pas mal de personnes quand même dernièrement, parce que au départ, j'étais tellement enthousiaste par ce qui m'arrivait que dans ces cas-là, j'essaye de vendre au maximum de personnes en face de moi, enfin de leur donner la bonne nouvelle quelque part. Oui. Et puis en discutant avec certaines personnes, notamment un ami qui est médecin natural à la retraite, il me dit: «Mais je veux bien te croire Nadège, je vois les bienfaits que ce changement d'alimentation a eu sur toi, mais» et là, je commence à lui parler aussi, des toxiques qu'il peut y avoir dans les fruits et les légumes, lui qui est aussi tendance végétarienne. Il me dit: «Mais comment tu peux expliquer alors que certaines personnes qui, plutôt que de manger la viande, se sont tournées vers des jus de légumes, par exemple, ont pu soigner des cancers?» Avec différentes choses. Ça peut être que du jeûne, enfin, il y a la cure de raisin aussi. Enfin, il existe plein de thérapies, on va dire, de possibilités en tous les cas, de nos jours, qui peuvent avoir des effets bénéfiques sur les gens et leur santé. Donc c'est vrai que ça me questionne. Je pense que réellement, oh là là, je sais pas comment dire. Je pense qu'il y a des explications qui nous dépassent, qu'on ne peut pas connaître. J'ai le sentiment que c'est vraiment très personnel, très unique, très propre à chaque personne. Donc je peux pas dire, je ne dirais pas qu'il y a une, un principe, une méthodologie qui peut guérir tout le monde. C'est pas possible à mon niveau de dire une chose pareille. Mais ce que je vais dire, c'est qu'en tous les cas, au regard de l'expérience que j'ai faite, que je suis en train de faire avec cette alimentation, je lui donne 100% de crédit, j'y crois et je pense que c'est très certainement un levier vraiment très important, très intéressant à actionner quand on se retrouve malade et qu'on a le souhait de guérir, ou tout du moins d'améliorer son état de santé, sans forcément passer par des médicaments ou une opération. Il faut le tenter et voir sur soi-même comment ça se passe, ce que cela donne et si vraiment ça nous fait du bien. Mais je pense qu'il faut le faire. Ouais, vraiment, il faut le tenter. Mais d'ailleurs, du coup, comment t'expliques que enfin, tu connais des femmes qui ont l'endométriose. Je t'ai confié aussi que j'en connaissais beaucoup dans mon Mmh. boulot, dans la biocop où je bosse. Bah, clairement, au rayon NAL, les deux, c'est pas vraiment des naturo, enfin il y a une naturo sur les deux, mais les deux salariés, enfin les deux femmes qui sont au NAL ont toutes les deux une endométriose. Je connais beaucoup de gens qui ont une endométriose, qui ont été, même certaines sont opérées, elles n'auront jamais d'enfants. Enfin, ça fait quand même, c'est dramatique, hein, ça fait des ravages. Comment t'expliques qu'elles ne souhaitent pas réformer leur alimentation? Alors quand on ne sait pas, on ne sait pas. Quand on n'a pas eu l'information qui nous est venue, mais je vois moi toutes les personnes à qui j'en parle, je leur ai transmis ton témoignage écrit que tu nous avais réalisé en septembre, Mmh. et elles disent OK, mais non. Et c'est inenvisageable pour elles. Ouais. Comment tu expliques d'un point de vue, je sais pas, psychologique? Est-ce qu'il y a aussi un aspect addiction? Parce que moi, beaucoup m'ont répondu, ouais, mais moi, j'aime trop faire la fête le week-end, j'aime trop manger tel aliment, et même si je sais que je suis mal pendant 4 jours, je m'imagine pas ne plus en manger. Voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
C'est vrai que je me suis posé la question aussi un bon moment, notamment dans mon entourage, les personnes qui sont touchées d'endométriose, et quand je leur ai expliqué mon aventure, qui pour autant ne semblait pas ouverte à aucun changement, c'est Mmh. vrai que je me suis questionnée. Je pense qu'il y a plein de réponses possibles, ça va dépendre des personnes. Changer d'habitude, c'est clairement compliqué, hein. Comme on dit, le changement fait peur. Il y a aussi le fait de remettre beaucoup ça, le fait de remettre en question les dogmes. Tout ce qu'on nous apprend depuis des années, enfin, moi je vois d'un point de vue alimentation, et j'ai des collègues aussi qui sont naturaux, qui sont dans l'alimentation, dans la nutrition, et ce que j'ai appris dernièrement, mais ça va tellement à l'encontre de tout ce qu'on nous enseigne depuis des années, et même à l'école, c'est ce qu'ils enseignent aux enfants, comment avoir une assiette soi-disant équilibrée, etc., etc. Mmh. Remettre tout ça en cause, c'est difficile. D'une, ça prend du temps, ça demande aussi de faire des recherches. Tout le Mmh. monde n'a pas ça forcément dans les mains, mais surtout, ça fait peur parce que remettre en question des dogmes, c'est le risque de voir s'écrouler en fait des piliers sur lesquels on s'est construit. Et ça peut être dramatique, hein. Je pense réellement que tout le monde n'est pas, alors c'est pas méchant ce que je veux dire, mais je pense que tout le monde n'a pas la capacité en fait de pouvoir endurer quelque chose d'aussi déstabilisant. Mmh. C'est vraiment pas méchant, hein. J'essaie pas de dire que voilà, certains sont bêtes ou autres. Non, c'est pas ça. C'est que pour l'avoir vécu sur dans différents aspects de ma vie, voir les bases s'écrouler, mon Dieu, mais c'est presque une mort en fait. Ouais. C'est énorme. Donc voilà, je pense que quand on se retrouve à quelque chose comme ça, c'est plus facile quelque part de détourner le regard et de pas s'en occuper. Qu'est-ce qu'il y a Complètement. d'autre? La Mmh. croyance dans le fait que la médecine est toute puissante et a toutes les réponses pour nous. Heu, Qu'est-ce qu'il y Alors a? qu'elle-même alors qu'elle-même dit que globalement toutes ces maladies sont incurables. On t'a Ouais. jamais dit qu'on pourrait te guérir. Mmh. Ah non, 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 c'est oui, faut apprendre à vivre avec, hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Mmh. Non, puis on est aussi, je pense, éduqués à croire qu'on n'est pas capable, hein, de comprendre, de faire les choses, de prendre nos propres décisions. Mmh. On est éduqués, alors par la société principalement, c'est juste à obéir, Mmh. que les conseils, l'ordre, le bon pour nous viendrait de l'extérieur. Mais C'est voilà, je ça. suis pas comme ça moi. Voilà pour ma petite analyse à moi. Très bien, bah, je te remercie. Je te remercie. Est-ce que Loïs, tu penses, est-ce que tu aurais un avis sur cette question-là? Toi qui échanges avec beaucoup de monde, tu as beaucoup de gens qui viennent te demander, soit de l'aide, soit des conseils et malgré ça, des fois, ils ont du mal à mettre en place, des choses. Comment toi qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que les gens ont du mal à faire quelque chose d'aussi simple que de modifier son alimentation? Bah, encore une fois, c'est quelque chose, on en a parlé aussi, avec Clément, on en parle souvent ensemble. Je pense qu'on met des années aussi à se construire, une identité, une personnalité, et ça en revient toujours à la même problématique qu'évoque souvent, Ulrich Génisson, c'est que ça touche à notre personnalité, profonde, et que ça et que ça implique, de grands changements pas que dans notre alimentation, dans notre mode de vie. C'est l'exemple que donnait Clément de quelqu'un qui arrive pour se faire accompagner, on va dire, dans une activité physique. Euh, Clément lui dit, OK, je t'accompagne, mais il faudra que tu réformes ton alimentation, que tu arrêtes les apéros avec les copains. Ah ben non, c'est pas possible. Donc à partir de là, c'est compliqué. Et ça rejoint aussi le fait que c'est souvent les gens, quand ils touchent le fond, quand ils sont au fond du seau, là, oui, ils vont être enclins à réformer leur alimentation. Mais si c'est pas à un tel degré d'intensité, c'est plus compliqué. Moi, les gens en général qui m'interpellent ou qui me demandent mon avis ou quoi, c'est quand même des gens qui sont déjà soit en régime cétogène,
soit qui ont déjà un grand intérêt pour l'alimentation cétogène et ou carnivore et qui ont plus des problématiques de formulation. Il y a personne qui m'interpelle sur le fait de je veux me lancer dans le carnivore, mais je veux rien changer ou j'ai peur ou j'ai jamais affaire à ce genre de personnes-là. Après, au niveau de mon entourage, oui, ça, je peux avoir des gens qui me disent voilà, toi, ça a marché pour toi, mais moi, non, je ne pourrai jamais me passer de pâtes. Mais non, ben, par exemple, Clément, il disait qu'il avait proposé à une Italienne d'arrêter les glucides et elle lui avait répondu ben, si tu m'enlèves les pâtes, je meurs. Tu vois, le degré d'imprégnation de la personne. Donc moi, je pense que oui, voilà, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit avant. Il faut avoir vraiment la capacité de se remettre en question, de changer ses habitudes. C'est pas rien, quoi. Je sais pas si ça te convient. Oui, oui, c'est très bien. Non, mais il n'y avait pas de questions, de réponse parfaite, pardon. Je voulais juste avoir ton point de vue, ton avis par rapport à ton expérience. Ce que je peux vous proposer, c'est de conclure. Franchement, c'était très très complet. Est-ce que, est-ce que Nadège, tu souhaiterais, je sais pas, rajouter quelque chose, avoir un conseil, enfin, est-ce que tu voudrais t'exprimer, t'adresser aux femmes, à toutes les femmes qui souffrent de cette maladie et de toutes les maladies assimilées un peu, type SOPK, des choses comme ça, Ouais. quelque chose qui pourrait leur donner un déclic. Si tu peux éveiller quelques femmes, ça pourrait déjà être très puissant. Alors, il y a juste une chose que je voulais rajouter à mon témoignage qui me semble, en tous les cas pour moi, qui est importante, c'est la dimension psycho-émotionnelle des maladies. En tous les cas, pour moi, c'est quelque chose à prendre en considération, à ne pas mettre de côté. Et j'estime que ça a participé aussi de l'amélioration de mon état. Donc voilà, c'était important pour moi de le dire. Très bien. Ceci étant, donc voilà, ça va de pair avec la santé, donc avec le corps. Et mon corps est très heureux de pouvoir enfin être nourri convenablement. Et ça, c'est vraiment important. Et à toutes ces femmes qui sont dans la souffrance, essayez, tentez le coup. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Comme le disent beaucoup, voilà, il ne faut pas essayer 3 semaines, 1 mois, parce que c'est pas forcément là que tu vas avoir des résultats. Mais voilà, faites-vous un petit challenge. 3 mois. 3 mois, c'est rien, ça passe très vite. Mais tentez le coup et voyez ce que ça donne pour vous. Au pire, ça fait rien. Au mieux, vous aurez des améliorations. Mais ce serait dommage de ne pas passer à côté de ça. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et j'aimerais rajouter, faites-vous accompagner. Faites-vous aider. Il y a plein de gens qui, de manière totalement désintéressée, souhaitent aider, transmettre ce qu'ils ont appris, un peu comme j'ai pu le faire modestement auprès de toi. Et donc, Mmh. je pense qu'il faut pas rester seul et Ouais, se clairement. faire accompagner. Ouais. Super. Bon, bah, merci beaucoup, Nadège. Merci infiniment. Merci à Lo- vous. Loïse, je te redonne la main. Ben oui, merci Quentin. Merci beaucoup Nadège de nous avoir partagé ben, ton parcours en toute transparence avec aussi ben, tes difficultés. C'était ben, très, très honnête, très authentique et merci Mm. beaucoup. Et pour une première interview, j'ai trouvé que ben, c'était vraiment très fluide, vraiment c'était top. Pardonnez-nous aussi, parce que j'aurais peut-être quelques remarques en commentaire. Parfois, quand tu parlais, je ne sais pas si tu l'as noté, Quentin, il y avait des petites coupures sur le micro de Nadège, mais ça ne gênait en rien la compréhension du message. Hein. C'est arrivé de temps en temps. Oui. Voilà. Et merci beaucoup à toi, Quentin, d'avoir préparé, organisé et mener cette interview.
je t'encourage de nouveau à dès que tu le sentiras, créer ton contenu personnel parce que je suis certaine que ce sera vraiment qualitatif. Et merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. Et au revoir Quentin, au revoir Nadège. On se retrouve quelques minutes en off si vous voulez bien. À bientôt. Merci à toi, Louise. Merci, Nadège. Merci.